Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de Rencontres hors du commun. Et aujourd'hui, effectivement, nous allons avoir une rencontre très, très hors du commun car nous allons rencontrer un ange. En tout cas, on va essayer de dialoguer, de comprendre ce qu'est le dialogue avec l'ange, avec deux personnes que vous connaissez. Je vous présente Elisabeth de Caligny et Philippe Guillemont. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, là, de suite, je sens les interrogations des gens qui nous regardent. Pourquoi Philippe Guillemont est présent aujourd'hui dans une émission qui s'appelle Le dialogue avec l'ange, alors que Elisabeth, pour le coup, on sait qu'elle avait fait une émission, c'était pas chez Nurea, Elisabeth, c'était avant. Hein. Non, c'était chez Nurea, si j'ai bonne mémoire. D'accord. C'était au mois de décembre 2015. Donc c'était pas chez Nurea, c'était avec Nora, mais c'était dans son. C'était le grand changement. Voilà. Où là, toi, tu avais fait toute une émission pour expliquer un petit peu ton ressenti par rapport à ce livre, Dialogue avec l'ange. Et tu nous avais fait aussi tout son historique, tout l'historique. J'avais surtout raconté l'histoire dans son contexte, parce que je pense que pour comprendre la façon dont ont surgi les dialogues, il fallait raconter l'histoire. Parce que c'est pas arrivé à n'importe quel moment. Fallait qu'il y ait un contexte bien précis, à mon sens, pour que le message soit aussi puissant. Et c'est pour ça que je me suis proposé de raconter l'histoire de ces 4 personnes à qui va arriver une aventure incroyable, relativement imprévisible par rapport à leur contexte de vie, leur personnalité et tout ça. C'était gagné, si je puis dire. Peut-être pour une, mais pas pour les autres. Et résultat, ça va les faucher là, dans une histoire impossible, avec un contexte effroyable finalement. Et la lumière surgit du noir, de la noirceur. Et c'est ça que j'ai voulu raconter, qu'on puisse s'intégrer après et voir la transmutation qui est finalement le message des dialogues au travers d'un contexte d'horreur finalement. Voilà. C'est ça. Et donc, alors, cette émission, donc, tout ce contexte-là, on ne va pas en reparler aujourd'hui. Moi, je vous invite au pire à cliquer sur la notation YouTube qui est là, qui vous envoie directement sur l'émission d'Elisabeth du mois de décembre 2015. Et donc, ma première question, elle va être à Philippe. Oui. Et puis moi, vous allez voir, je vais vite me mettre en retrait parce que ça va vite me dépasser cette discussion. C'est toi, Philippe, on te connaît en tant que scientifique, en tant qu'ingénieur, en tant que roboticien. Comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à ce dialogue avec l'ange et comment surtout, comment est-ce que c'est devenu important ce dialogue avec l'ange pour toi dans ta vie? Alors, moi, c'est la lecture de ce livre qui a déclenché mes toutes premières expériences de synchronicité. C'est-à-dire, c'était en 2006, j'avais décidé d'écrire un livre sur la synchronicité parce que j'avais une théorie de l'espace-temps qui commençait à devenir bien mûre. Et donc, je me suis dit que il fallait que j'explique le mécanisme de synchronicité à partir de cette théorie, mais je me suis dit que je ne pouvais pas le faire si je ne l'avais pas au moins expérimenté moi-même. Donc, c'est là que je me suis mis à me demander, mais par quel biais est-ce qu'on peut effectivement dialoguer avec l'espace-temps, parce que c'était un peu ça, hein, l'idée. L'idée, c'était que j'avais compris pourquoi nos pensées et nos émotions influent sur notre réalité dans notre futur, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas le faire dans le présent. Mais le futur est déjà dans le présent. Donc on peut... je ne vais pas refaire toute ma théorie. Hein. Et donc, je me suis dit, mais bon, de toute façon, tout cela, c'est déjà connu, c'est ancestral, même dans les anciennes traditions, même dans les paroles de Jésus, de Bouddha, on ressent tout ça, on ressent
on ressent le fait que notre réalité n'est pas ce qu'on pense, mais qu'on est câblé par l'intermédiaire de notre conscience à cette réalité. Je cite par exemple aide-toi, je t'aidera, demande et tu recevras, etc. Pourquoi est-ce que les gens prient? Bon, il y a un tas de raisons qui font que... Voilà. Et donc, j'ai essayé de lire des livres pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur comment ça fonctionne, comment est-ce que notre cerveau, notre conscience est câblé à la réalité. Et donc, c'est là que je me suis intéressé, alors, avec quand même beaucoup de... Parce que bon, moi, je suis pas quelqu'un qui va dans les rayons ésotériques, normalement. Enfin, bon. Mais là, j'ai été obligé quand même d'y aller. Et donc, j'ai mis du temps avant de lire mes premiers livres sur tout ça. Mais bon, je me souviens que le premier livre que j'ai lu, c'est Enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Jovanovic. Parce que je me suis dit qu'il fallait que je fouille au niveau de la notion d'ange, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça représentait, pourquoi est-ce que les gens croyaient aux anges. Bon, moi, j'ai jamais cru aux anges. Maintenant, j'ai revisé ma position. C'est pas que les anges existent, mais c'est autre chose, c'est le soi. Et donc, je me suis dit que, eh bien, il fallait que je comprenne un peu cette affaire-là. Et je n'étais pas vraiment satisfait. Et l'élément déclencheur, justement, ça a été en période de vacances en Haute-Provence, justement. Je suis tombé par hasard sur ce livre, Dialogue avec l'ange. Or, justement, je me disais que c'était durant cette période-là qu'il fallait que j'en profite pour expérimenter, parce que j'avais compris qu'on ne peut expérimenter cela que si on est prêt à ouvrir le champ des possibles. Et donc, je suis tombé sur ce livre, et là, j'ai eu une sorte de révélation. Je n'ai pas tout lu d'un coup, hein, j'ai lu qu'un tiers du livre, mais j'ai eu comme une sorte de révélation dans la puissance des propos, l'exigence d'authenticité et la notion de demande. Voilà. Et en fait, comme j'avais déjà préparé et même écrit des choses, j'avais préparé une sorte de protocole qui ne me satisfaisait pas, je me suis mis à compléter mon protocole, si on peut dire, en lisant ce livre. Et c'est là que, en fait, j'ai été inspiré par ce livre pour commencer à donc dialoguer avec mon ange, c'est-à-dire dialoguer avec l'espace-temps. Donc j'ai posé des questions, j'ai commencé à poser des questions, voilà, l'espace-temps, tout ce qu'on veut, au soleil, et c'est là que tout a démarré. D'accord. On est à peu près à quelle époque là, 2006 toujours? D'accord. 2006. Bon, je pourrais le raconter, hein, mais c'est un peu, enfin, je me souviens, faut lire. Les premières questions que j'ai posées, c'était est-ce que ça a un sens je me souviens plus exactement. Je crois que j'ai posé 3 questions successivement et j'ai eu des réponses absolument époustouflantes à travers des coïncidences extraordinaires. Bon, je vais pas le raconter, ça prendrait du temps. J'ai fait tout un chapitre du livre La route du temps pour que ceci soit amené correctement. Parce que quand on le résume, c'est pas facile de résumer ces synchronicités. Donc, je préfère pas en parler, ou alors il faudrait que je me lise, mais ce serait long. Oui, on renvoie nos spectateurs à ton livre, c'est beaucoup plus simple. Toi, Elisabeth, comment t'en es arrivée à tomber sur ce livre et voilà, et quelle expérimentation tu as fait par rapport à ce livre? Alors, comment je suis arrivée sur les dialogues, ça remonte à loin, en fait. Je m'intéressais à beaucoup de choses qui sortaient de l'ordinaire et il y a une vingtaine d'années, on me parle des dialogues. Et je vivais des synchronicités dont je n'avais absolument pas du tout mesuré l'intensité. Il va même arriver un truc de fou où je vais avoir le sentiment de me retrouver dans un autre espace-temps. J'étais avocat avant, hein, je me retrouve dans un tribunal avec un client
Et puis, on va se retrouver dans un parking, on va prendre un ascenseur, on va faire ce qu'on a à faire au tribunal. Faut savoir qu'en sortant de l'ascenseur, quand les portes vont s'ouvrir, on va se retrouver dans un petit hall et avec un homme qui nous regarde comme ça, l'air de dire qu'est-ce que vous faites là. Et normalement, on n'aurait pas dû se retrouver dans le parking parce que c'était réservé vraiment aux autochtones, si je puis dire, du tribunal. Et j'avais noté ça. Puis ensuite, quand on revient pour reprendre cet ascenseur, on ne va jamais le retrouver. On va le chercher partout. On va aller demander à la paritaire du palais de justice qui nous dit « mais de toute façon, il n'y a qu'un seul ascenseur, madame, il est en face de vous. Allez au parking, il n'y a que celui-là. » Je dis « non, on est venu avec un autre. » Et mon client était un pharmacien. Et il lui dit « mais non, on sait ce qu'on fait quand même, on n'est pas gâteux. Écoutez, ne me faites pas perdre votre temps, mon temps, prenez cet ascenseur et puis vous verrez bien. » Et on va se retrouver avec cet ascenseur qui n'était pas celui qu'on avait pris au parking, exactement au même endroit, ce qui va carrément perturber mon client. Et j'étais en train de lire, à ce moment-là, les dialogues avec l'ange. Mais je me rends compte, si vous voulez, des trucs incroyables. C'est que le dialogue avec l'ange, à l'époque, je ne le comprends pas. Je l'ai acheté. Il m'arrive des synchronicités, ne serait-ce que l'avion que j'ai pris pour descendre dans le sud pour aller à ce tribunal. Mon mari, qui était photographe, l'avait photographié la veille. Et c'est un avion d'AOM qui était dessiné avec des dessins d'enfants sur l'espace, avec des soleils, des lunes et tout ça. Et j'avais dit à mon mari, j'espère que je le prendrai un jour. Et le lendemain, je prends cet avion. Pour descendre à ce tribunal où il se passe un truc de fou, je reviens avec cet avion, ce qui n'est pas normal non plus. Et je tombe c'est la période des dialogues. Et c'est avec le recul que je me dis, j'ai compris le problème des synchronicités. J'ai commencé à faire l'expérience de synchronicité à ce moment-là. Et maintenant, ma vie n'est que synchronicité. Et surtout, depuis que j'ai repris la lecture des dialogues, je n'ai rien compris, vous m'entendez bien, un mot de ce truc dans des années. Ça ne me parlait pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à trouver à ce bouquin? Je lisais 2 chapitres. D'habitude, j'imprime. Là, je n'imprimais pas. Et puis, en juin 2015, je viens de... Les 10 ans précédents étaient une période de chaos total dans ma vie. Mon métier s'est arrêté. Ma vie a été bouleversée. J'ai eu un cancer. J'ai tout eu. Normalement, je suis au fin du trou. Ça ne va pas du tout. Et ça commence à repartir parce que, sans que j'ai rien demandé, je commence à faire mes émissions chez Bob. J'ai rien demandé, moi, à la vie. D'un seul coup, je suis là-dessus, je change d'orientation, je ne sais pas pourquoi. Mais je me dis, ça me convient, je suis là à ma place. À ma place. Mais je ne sais pas pourquoi. Et puis, je tombe sur les dialogues en juin 2015. Et d'un seul coup, je les lis et je comprends tout. Et ça me parle. Et d'un seul coup, c'est limpide. Je suis dans ma couche. Je suis à ma place. Je comprends ce que ça a dit. Je me suis dit qu'il fallait le partager et qu'il fallait commencer à dire les choses. Et c'est mon livre de chevet, je le lis régulièrement. Voilà comment ça s'est passé. Et d'un seul coup, je suis dans la joie. C'est-à-dire que toute la période difficile, terrible que j'ai traversée depuis, ça a commencé au début des années 2000, eh bien, je la comprends maintenant. J'ai eu une année 2016 épouvantable, eh bien, je devrais me dire c'est horrible ce qui m'est arrivé. Je me dis oh, formidable, quelle expérience. Mais à cause des dialogues. Parce que j'ai compris qu'il fallait transmuter, si je puis dire, l'expérience désagréable pour arriver à la joie. Oui, ça, je confirme que ce livre, il a cette capacité à transmuter les épreuves en joie. Enfin, pas les épreuves quand même, on va dire, déjà intégrées ou en cours d'intégration. Les premières fois qu'on le lit, on ne le comprend pas bien. On sent que c'est puissant, mais on ne comprend pas bien les paroles. Mais on sent que ça parle, quoi. Enfin, bon, en tout cas, ça m'a fortement inspiré. Et ce n'est que plusieurs années après que je l'ai trouvé limpide, hein, parce que je ne comprenais pas les 3/4 de ce que je lisais. Mais il n'empêche que ça m'a tout de suite inspiré. Moi qui suis un intuitif, j'ai compris que ça parlait à ma part intuitive. Donc, non, ce livre est vraiment à recommander, tout en prévenant que, comme ça, pour point, pour la première fois, on peut ne rien y comprendre, ce qui n'est pas du tout grave. Comprendre que ce n'est pas un livre qui parle au mental, c'est un livre qui parle
vraiment, oui, effectivement, à l'âme, hein, comme dit Elisabeth, hein, ce livre parle à l'âme. C'est assez drôle. J'ajouterais une petite chose, Antoine. Oui, C'est que je pense que ce livre, on ne peut le comprendre, c'est une question de moment. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau, alors ce n'est pas forcément une connaissance intellectuelle, c'est probablement au moment où la conscience est prête, parce qu'elle a accumulé un certain nombre de connaissances, que d'un seul coup la porte s'ouvre. On ne peut pas comprendre, à mon sens, ce livre à n'importe quel moment de son évolution. Oui, c'est probable, oui. Oui. Et c'est probablement pas lié au factuel, c'est-à-dire à son chemin de vie. Ça peut, effectivement, puisque le chemin de vie va vous faire évoluer. Donc, effectivement, il y a une forme de connaissance qui s'intègre en vous, qui n'est pas forcément conscient. Et quand vous tombez à point nommé sur ce bouquin, et d'ailleurs, vous allez instinctivement le reprendre, c'est ce qui m'est arrivé. Eh bien, c'est que c'est le moment. C'est un livre qui arrive au bon moment. Et c'est pas avant. Parce que si vous arrivez avant, vous ne comprenez pas. C'est ce que je pense, moi, personnellement. Je peux me tromper. Hein. Non, je confirme, il est arrivé au bon moment dans ma vie, en ce qui me concerne. Et je pense que c'est un livre qu'il faut garder et de temps en temps le feuilleter, une page au hasard, et puis on va trouver quelque chose qui résonne avec les questions qu'on se pose du moment. C'est exactement ça. Mais bon, ce livre, il est surtout puissant parce qu'il réanoblit donc des notions qui ont été complètement écrasées par tous les mouvements anti-religieux, tous les mouvements anti-New Age, tous les mouvements par le matérialisme ambiant, quoi. Donc, il réanoblit la situation de l'homme. Il remet l'homme dans son humanité, quoi. Il vous recadre, ce livre, il vous recadre, c'est-à-dire qu'il vous remet devant la nécessité d'être authentique, devant, voilà, de ne pas se mentir à soi-même. Parce qu'on est dans une société où on a sombré dans l'intellect. Moi, je suis en train d'écrire un nouveau livre là, et je parle du phénomène d'atrophie du mental vers l'intellect. Parce que je pense que il y a plusieurs niveaux pour la conscience. Il y a 3 niveaux qu'on est capable de ressentir. Il y a le niveau on va dire non pas instinctif, mais le niveau sensitif, physique de la conscience. Il y a le niveau, celui de notre conscience ordinaire, qui est celui des jugements, des croyances. Et puis, il y a le niveau qui correspond à nos intuitions et qui nous connecte donc à cette partie supérieure de nous-mêmes qui correspond justement à notre âme et par le biais duquel donc, on peut dialoguer. Et donc, ce livre, il nous recentre entre les 2 niveaux, celui de l'inconscient et celui du subconscient. On peut dire que la conscience est faite de 3 parties. L'inconscient qui va mémoriser tout ce que la conscience intègre durant sa vie, tout ce qu'elle apprend. Le subconscient qui est en quelque sorte nous dans le futur, qui est notre âme supérieure, qui est notre ange. Et notre conscience et l'humanité actuelle, notre société actuelle, a complètement, à force de nier l'existence de l'âme, tout simplement, a dégradé le mental en intellect, parce que l'intellect, il appartient à la couche inférieure, inconsciente. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui parlent pour ne rien dire, c'est pour ça qu'il y a tous ces discours qui sont des discours qui sont faits pour endormir, qu'il y a tout un tas de... Il y a une dérive vers l'intellectualisme qui est celui des robots finalement, qui est une dérive vers la pensée robotisée, vers tous les discours qu'on entend à la télévision, c'est de la pensée robotisée. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout, c'est pas du mental
supérieur. Enfin, et donc le livre Les dialogues avec l'ange vous remet en face de la nécessité d'avoir, lorsqu'on parle, de pas parler pour ne rien dire, quoi. Lorsqu'on parle, de parler pour exprimer ce qu'on a en soi, ce qui n'existe plus aujourd'hui. À la télévision, quand vous entendez des animateurs, des journalistes, même la plupart du temps des invités parler, ils ne parlent pas avec ils parlent en fonction de ce qu'ils ont déjà décidé de dire. Ils parlent, ce sont des opinions, ce sont des positions, ce sont des décisions, des partis, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas, il y a plus personne n'a un discours authentique, sauf peut-être rarement de temps en temps, et encore c'est mal vu. C'est mal vu d'être soi. Ça n'existe pas. Tout le monde, même les gens qu'on considère comme faisant partie des élites, sont des bourrins. Ils n'ont pas un discours qui est crédible, enfin, du point de vue du mental supérieur, c'est-à-dire de la vérité. Plus personne ne parle en étant lui-même. Enfin, en tout cas, pas dans les médias, sauf rarement. Et donc, ce livre, Dialogue avec l'ange, dans sa manière d'exprimer les pensées qui viennent de l'ange, hein, qui sont en fait les pensées qui viennent du soi supérieur, nous recadre avec ça, nous recadre avec cette nécessité d'être vrai, d'être authentique, avec le vrai homme, la vraie humanité. Voilà. Et en fait, le plus important là-dedans, c'est que moi, ce que j'ai compris dans ce livre, ce qui fait que c'est ça qui m'a inspiré, c'est que c'est quand on est dans cet état-là, hein, lorsqu'on est aligné avec soi, qu'on peut donc créer sa propre réalité et donc déclencher des synchronicités. Sinon, effectivement, ça ne marche pas. On est en permanence, on est de faux humains. On est complètement esclave de son mental, esclave de son émotionnel. Moi, dans mes livres, je parle des 3 prisons: la prison du mental, la prison de l'émotionnel et la prison de l'ego. Et donc, je dis que pour sortir de ces 3 prisons, de manière à devenir un vrai homme ou une vraie femme, il faut se détacher. Donc, il faut cultiver le détachement, se détacher de l'ego. Il faut lâcher prise pour sortir de la prison du mental, et il faut cultiver la confiance de manière à acquérir la foi qui permet de se détacher des jugements, de l'émotionnel. On a trop appris dans notre société depuis des générations, depuis l'éducation scolaire, à fonctionner comme des robots. On est tous devenus des robots. Moi, je vois, même quand j'ai des discussions, je suis obligé de faire semblant d'être un robot pour m'intégrer dans la société avec certains de mes voisins. Dans mon laboratoire, on passe notre temps, il suffit d'apprendre à s'observer pour comprendre qu'on passe notre temps à simuler un acteur de sa vie, de manière à pouvoir s'intégrer avec une société qui a dégénéré au niveau de l'intellect. Voilà. Et donc, ce livre, Les dialogues avec l'ange, nous remet en phase avec la véritable nature de l'humain. Alors, comment est-ce que tu expliques ou comment est-ce que vous expliquez qu'un livre qui a été écrit maintenant il y a 60 ans, hein, même 70 ans, arrive à parler avec votre subconscient, parce que toi tu considères que l'ange finalement c'est ta part de ton subconscient, donc arrive à parler avec votre subconscient de quelqu'un du 21e siècle, alors que à la base je sais pas, les sujets sont complètement différents. Et comment est-ce que ça arrive à vous créer des synchronicités au moment même où vous commencez à vous intéresser à ce livre? Comment est-ce que c'est possible? Parce que là, on l'a vu au tout début, vous avez commencé tous les deux sans vous concerter en disant tiens, je commence la lecture des dialogues avec l'ange et j'ai X synchronicité assez énorme qui arrive à ce moment-là. Mm-hmm. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait un rapport de cause à effet entre la lecture des dialogues et vos synchronicités? C'est ce que je disais, le fait de devenir soi, d'accord, de sortir de
de la prison du mental, de l'ego, de l'intellect, etc., ça nous reconnecte à l'espace-temps. Ça nous reconnecte à la réalité de ce que nous vivons. Nous sommes créateurs de notre réalité, pas au sens du New Age, parce que le Nouvel Âge a un peu défiguré cette pensée-là, qui ne vient pas des années 50, 60, hein, qui est une pensée qui a toujours existé. Notre réalité est une illusion, on le sait depuis des millénaires, c'est la pensée du bouddhisme. Et on sait très bien que c'est la conscience tout doit être ramené à la conscience. Moi, en tant que physicien, je passe mon temps à expliquer pourquoi la matière vient de la conscience et non pas l'inverse. Donc, à partir du moment où tout est conscience, où on a compris que notre réalité est une illusion, certains vont dire une simulation, même les matérialistes anglo-saxons, par exemple, sont d'accord avec ça, hein. Eux, ils préfèrent la théorie de la simulation. Et donc, mais à partir du moment où on a compris ça, on comprend que nous sommes créateurs de notre réalité. Alors, nous sommes créateurs de notre réalité par nos pensées, nos émotions, qui engendrent dans le futur, donc par le biais de notre contrepartie subconsciente, qui est cet ange-là, c'est-à-dire notre soi. On peut l'appeler ange, soi, esprit. Il y a différentes façons de le considérer suivant le niveau où on se place. Hein, si on se place, parce qu'il y a plusieurs niveaux de la conscience. Bon. Donc on peut être assez souple à ce niveau-là. Hein. Mais disons que voilà, si on se positionne dans un cadre, puisque bon là, je crois que Antoine, tes auditeurs, ils sont plutôt dans ce cadre-là, donc des gens qui vont être OK avec la théorie de la réincarnation, etc. Alors, si on se positionne à ce niveau-là, donc moi je parle d'incarnation simultanée, qu'est-ce que c'est que notre ange ? C'est cette partie de nous-mêmes qui est connectée à de multiples moi qui œuvrent dans l'espace-temps. C'est-à-dire que moi, j'œuvre dans l'espace-temps aujourd'hui en 2017, mais il y a des parties de moi qui œuvrent dans le même espace-temps, probablement, je ne sais pas combien, dans le passé, probablement dans le futur, mais probablement également sous d'autres formes physiques ou pas forcément physiques, je ne sais pas. De toute façon, c'est juste des hypothèses. Par contre, ce qui me paraît certain, d'un point de vue théorique, c'est que nous sommes connectés à cette partie de nous qu'on appelle notre ange et qui a voulu qu'on existe pour des raisons bien déterminées qui nous dépassent. Et c'est en se connectant à cette partie de nous-mêmes qu'on dialogue avec notre ange. Et c'est-à-dire que c'est en recevant les informations qui viennent de notre véritable identité, parce que nous ne sommes pas notre conscience ici-bas, hein, surtout qu'on est la plupart du temps, on est dans ces trois prisons. Donc c'est en se connectant à notre véritable identité qu'on devient qui on est, et qu'à ce moment-là, cette connexion permet de faire descendre du futur les potentialités qui existent déjà pour ce qui nous concerne, parce que nous avons décidé, même dès avant notre naissance, de réaliser certaines choses, de vivre certaines expériences. Elles sont toutes prêtes, mais il faut les faire descendre du futur. Et pour pouvoir les faire descendre du futur, il faut que notre action dans le présent soit cohérente et il faut qu'on branche le GPS, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte des prisons du mental, de l'émotionnel, pour arriver à être qui nous sommes. À ce moment-là, c'est comme si on avait branché le GPS et on est capable de recevoir les informations concernant qui on est. Donc, ces énergies descendent du futur et ça provoque des synchronicités. Elisabeth, vas-y. Voilà, je suis d'accord avec toi, Philippe, concernant le fait que le dialogue avec l'ange, ça permet de se recentrer, d'aller à l'intérieur de soi-même. C'est à la fois une élévation vers ce qu'il y a au-dessus de nous, c'est parce qu'on a besoin de se situer. Ce qui est spirituel vient du haut, nécessairement, mais en fait, c'est pas forcément ça d'ailleurs. Mais disons que c'est une élévation vers le haut. Mais tout le travail que l'on a à faire, très curieusement, c'est d'aller à l'intérieur de soi, se retrouver.
Donc se mettre à nu, donc se débarrasser de tout superflu, ce dont vous parliez, de ce dont tu parlais tout à l'heure. Et si on ne le fait pas, on va pas arriver jusqu'au bout. Mais une fois qu'on a commencé, nécessairement, on va continuer. Et on va continuer pourquoi? Parce que plus on avance, on arrive par exemple à se retirer des jugements qu'ont les autres sur nous. Plus on se regarde soi-même et qu'on est franc avec soi-même, qu'on se regarde bien droit dans les yeux, plus on se retrouve, plus on s'aime et moins on a peur des autres. Et plus tout ce que les autres nous racontent dans les médias dont tu parlais très justement tout à l'heure, où ce sont des tambours creux, c'est le festival de l'ego. On parle de soi mais on ne dit rien. Quand il y en a un pauvre qui dit 2 mots sur quelque chose d'intéressant ou sur lui et qui peut exprimer parfois sa souffrance et sa faiblesse, on lui tombe dessus. Regardez les émissions de télé-réalité. Il y en a qui se suicident avec ça, je vais vous dire. Comme quoi, il est très mauvais de mettre son âme à nu. Donc, pour avoir cette force de pouvoir le faire, eh bien, il faut pouvoir arriver à avoir cette force d'être allé jusqu'à se regarder soi-même. Et c'est tout ça, à mon avis, la puissance, le fondamental de ce bouquin. Ah oui, oui. Parce que plus vous irez à l'intérieur de vous, plus vous trouverez, plus ça sera jubilatoire, plus il y aura de synchronicité pour valider votre chemin. Et plus vous ne pourrez que continuer. Une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage, vous n'en sortez plus. Et vous allez jusqu'au bout du bout. Et de votre faiblesse initiale, vous tirez des forces absolument fantastiques. Vous êtes pratiquement invincible. Vous êtes revenu près de votre âme. Votre âme, c'est votre maître intérieur, quelque part, qui est là-haut. Il vous parle. Vous êtes face à lui. Il met la main vers vous, descend vers vous, vous sautez vers lui. Et l'extase, c'est de pouvoir le rejoindre à un moment donné. Je ne suis pas encore arrivée. Puis on est tous en train de le faire. Et c'est la clé de sortie de la prison dans laquelle on s'est mis soi-même, dans laquelle les autres nous ont mis. Et également une forme de matrice qui est tellement illusoire, mais qui est extrêmement efficace depuis la nuit des temps pour l'être humain. C'est la clé de sortie, les dialogues avec l'ange. Il ne faut pas l'oublier. Quand on a compris ça, eh ben on n'a plus peur, on avance. Voilà ce que je pense. Le reste, je vais redonner la parole à Philippe. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Non, mais tout ce que tu viens de dire est très juste. Très juste, chapeau. C'est ce que je ressens. Mais alors, beaucoup le ressentent aussi. Ce qui est drôle pour en avoir discuté avant avec Elisabeth et puis pour avoir eu l'information là en direct avec toi Philippe, c'est que tous les deux, en ayant lu ce dialogue avec l'ange, vous en êtes arrivé à la conclusion, en tout cas ça a peut-être corroboré les conclusions que vous aviez, que nous vivons dans une espèce de matrice. Voilà. Toi, cette matrice, comment tu la vois, Elisabeth? Cette matrice, elle est... Bon. Alors, par exemple, prenons les gens qui parlent de la matrice à l'heure actuelle où de vilaines entités nous enferment. Il y en a beaucoup qui parlent de ça, qui pensent qu'il y a des relais avec certains humains de la Terre, Illuminati, politiques ou autres, mal inspirés qui nous en... Alors, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est beaucoup plus subtil que ça, la matrice, à mon avis. Ça a plusieurs étages. On peut la comprendre de différentes manières. On peut aller... moi, je suis en train de travailler sur les archontes, par exemple, en ce moment, parce que j'essaye de comprendre cette matrice, comment elle se présente. Alors, ça peut aller effectivement sur les démons, tous ces trucs-là. Ça peut aller sur les extraterrestres. Qui sont ces entités ? Des intelligences qui viennent de n'importe où et qui ne sont pas des extraterrestres, à mon avis, au sens propre, mais surtout des gens qui sortent de l'espace-temps. Comment est-ce qu'on peut les neutraliser ? Parce qu'après tout, c'est de l'illusion. Là, il y a quand même une clé dans le dialogue avec l'ange, c'est le libre arbitre. Et à partir du moment où on s'est mis dans cette illusion, eh bien, on peut combattre avec notre libre arbitre et dire à ces entités intelligentes
dont nous sommes quelque part les créateurs, les co-créateurs, on peut leur dire non. Allez vous faire voir. Oui. Mais pour en arriver là, il ne faut plus avoir peur. Et à partir de là, on peut sortir de cette matrice qui existe d'une certaine manière, qui nous enferme. C'est le plus haut de l'enfermement, mais dont on peut sortir. Parce qu'elle est illusion. On a compris que tout est illusion, y compris même notre réalité. Je vais vous dire un truc. J'avais un grand-père qui était centralien, qui était sorti major de l'école centrale. Un an avant son décès, un mois avant son décès, j'avais 13 ans. Depuis l'âge de 10 ans, je voulais devenir religieuse car je savais qu'il allait partir. Je l'adorais. C'était un lien extrêmement fort. Il m'a appris à être intelligente. J'avais l'inné et il m'a appris le reste. Et un mois avant, c'était les vacances de Noël. Il va me prendre à part, il va m'expliquer le Big Bang. Et il va me parler des univers multiples. C'était en 1969. C'est pas gagné, hein. Il va me dire, tu vois, tu es là, il y a une chaise devant toi. Eh bien, imagine que le millefeuille de la grand-mère du dimanche, il y a des espaces-temps. Chaque feuille du millefeuille, c'est un espace-temps différent. Eh bien là, tu es dans un temps où il y a une chaise, et puis tu peux te retrouver au même endroit. Le décor ressemble, mais il n'y a pas de chaise. Je me dis, mais pourquoi il me raconte ça? Je ne comprenais rien du tout. Je me disais, mais pourquoi il me raconte ça? Et le coup de l'ascenseur, on a parlé tout à l'heure, au tribunal, j'ai compris, quand il m'est arrivé cette expérience dans le tribunal, ce qu'avait voulu me dire mon grand-père quand j'avais 13 ans. C'était à peu près le même décor, mais ce n'était pas la même chose, puisque l'ascenseur n'était pas au même endroit. Et je pense que le bonhomme que j'ai vu, qui avait 45 ans, quand les portes de l'ascenseur sont ouvertes, lui, il savait. Il savait que j'étais pas dans mon temps. Et je ne sais pas pourquoi. C'est cet air ironique qu'il a eu en nous regardant en faisant ça. Et alors, avec mon client, après, on a réfléchi. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'ascenseur et la porte qui nous menait sur la salle des pas perdus du tribunal? On est infoutu de s'en souvenir. Et c'était là le plan séparateur des deux temps, des deux espaces-temps. Donc, c'est ce que je me suis dit. Je peux complètement me tromper, hein, mais c'était très intéressant. Et j'ai eu une autre expérience de changement de plan à Beauvais un jour. Je venais de Gisors et j'étais pas bien. C'était pas bien à Gisors. Et à Beauvais, mon mari avait eu un malaise, il était pas bien non plus. Donc, on était assis à un bistrot avant de repartir à Paris, sur une terrasse. Et moi, d'un seul coup, je lui dis, tu vois ce que je vois? Et je voyais le Moyen-Âge. Mais la réalité, ça a duré quelques secondes. Mais il me disait, mais t'es dingue, je vois rien du tout, moi. Et ça a pas, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a dû avoir un décalage. Mais ça remonte à loin aussi. Et maintenant, si vous voulez, quand je vous écoute, quand je t'écoute, Philippe, quand j'en écoute d'autres, ce que j'ai accumulé depuis que je suis petite fille, j'ai vu des ovnis aussi à plusieurs reprises. Il m'est arrivé des drôles de trucs. Je comprends tout le sens de ce qu'on a commencé à me dire quand j'étais gamine, de ce que ce grand-père m'a dit une nuit des vacances de Noël. C'était son héritage quelque part, puisqu'il est mort brutalement un mois après d'une rupture d'anévrisme. Et ça a pris tout son sens, mais des années plus tard. C'était pas anodin, c'était déjà fixé quelque part. Vous voyez, cette histoire-là. Voilà ce que j'avais à dire sur ces histoires de temps. Et maintenant, j'en suis au dialogue. Et j'en apprends tous les jours. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué aussi dans les dialogues. Vous lisez une phrase. Ça a tout son sens. Vous allez relire la même phrase, le même paragraphe. 3 mois plus tard. Vous ne le comprendrez pas de la même façon. C'est comme s'il avait changé. C'est un truc que j'ai remarqué. C'est comme si le bouton changeait. Alors qu'au fond, il n'y a certainement rien qui a changé. Mais c'est notre conscience et la façon dont on appréhende le truc qui a changé. Donc, on n'a pas la même lecture du livre. Je crois que ça t'a fait ça, Philippe. Oui, je n'ai pas du tout la même lecture du livre récemment que dans le passé, bien sûr. Mais de là, bon... Je ne comprends pas de la même façon, moi. Oui.
Mais c'est moi, hein, c'est pas le bouquin qui a changé, évidemment. J'aimerais bien avoir un bouquin magique qui change. On peut se demander il n'est pas interdit de se demander si ce bouquin n'est pas toujours en train de changer d'ailleurs. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. On le dit sur le ton de la rigolade, c'est pas un bouquin magique, mais est-ce que, et là je m'adresse aux scientifiques, est-ce que techniquement, ou selon les lois, lesquelles, est-ce qu'on va mettre du quantique là-dedans ou n'importe quoi, qu'importe, est-ce que finalement un livre ne pourrait pas changer au fil du temps On ne peut pas répondre à cette question, mais on a le droit de l'envisager. Hein. Donc, ça n'est pas scientifique, hein, parce qu'on ne pourra jamais rien prouver sur la question de savoir si on peut... Enfin, c'est difficile. Hein, on parle. Moi, j'ai des raisons de penser que j'ai changé mon propre passé, c'est-à-dire mes coordonnées de naissance, par exemple. J'ai des raisons. Je parle dans mon premier livre, La route du temps. Alors, au niveau de la physique, que dit la physique? La physique, à l'heure actuelle, je ne parle pas de ce que je dis, je parle de ce que disent les physiciens. Ils disent que nous vivons dans un multivers. Alors, un multivers, ça veut dire un univers où tout ce qui est possible peut arriver. C'est-à-dire que toutes les vies alternatives, si on prend un bouquin, toutes les versions possibles de ce bouquin, pourquoi pas, pourraient exister dans des univers parallèles. Bon, ça, moi, j'arrête pas de dire en conférence que c'est une théorie complètement délirante, pour un tas de raisons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le multivers avec des vies qui sont réellement vécues de partout, une infinité de vies et de moi, comme si j'avais une myriade de doubles existant dans des univers séparés. Donc voilà. Par contre, moi, je prends ces résultats-là et je dis que le multivers, c'est tous les multivers nous appartiennent à nous. Donc c'est un arbre de vie. C'est-à-dire que dans cet arbre de vie, je vais avoir une version de ma vie que je vais vivre. Voilà. Peut-être que d'autres versions existent également de ma vie, hein, dans l'espace-temps. Mais bon, un nombre dénombrable, c'est-à-dire des vies qui sont intéressantes à vivre. Voilà, c'est-à-dire que c'est la conscience qui fait le choix de vivre telle vie plutôt qu'une autre. Voilà, et pourquoi pas répéter ces vies? Je ne suis pas contre l'idée des univers parallèles dans ce sens-là. Alors, je préfère les appeler des réalités parallèles. Et donc, à ce moment-là, voilà, il faut faire la différence entre ce que dit entre la physique, qui parle des potentialités, et la réalité, donc vécue, qui choisit parmi ces potentialités ce qui va être effectivement conscientisé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans notre futur, nous avons de multiples potentiels. Et là, dans notre vie, nous allons ne vivre qu'un seul futur. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Ça ne nous empêche pas d'avoir peut-être même une myriade, enfin une très très grande quantité de potentiels à vivre. Et ils existent. Ils existent réellement, c'est-à-dire qu'on peut même y voyager. Alors si on voyage dans le futur, on va voyager dans le potentiel actuel, dans la version de l'espace-temps qui correspond à où on va maintenant. Alors on ne pourra pas s'identifier parce que comme c'est une réalité qui est construite collectivement, elle n'arrivera pas à se densifier. Il faudra aller loin dans le futur pour arriver à se densifier dans le futur. C'est-à-dire on ne peut pas atterrir à n'importe quel... c'est pour ça que les ovnis ont des problèmes pour nous rendre visite, sauf lorsqu'ils nous rendent visite en laissant peu de traces. Hein. C'est ce qui explique l'élusivité. J'appelle ça une résistance du futur. Ça vient simplement du fait qu'on ne peut pas débarquer à n'importe quel endroit de l'espace-temps et s'identifier si l'impact qu'on va avoir contredit la réalité de ce qu'on doit vivre, parce que les ovnis viennent du futur, donc ils viennent forcément du futur, parce que sinon ils ne pourraient pas débarquer dans notre réalité. Hein. Bon, mais là je suis parti un peu dans les choux par rapport à notre dialogue. Ce que je voulais dire tout à l'heure pour recadrer avec donc
la conversation, c'est que, donc, oui, voilà, on en était à la notion de matrice. Alors moi je dis oui, nous vivons dans une forme de matrice à deux niveaux. Nous vivons dans une forme de matrice déjà indépendamment de l'aliénation de ce début du XXIe siècle. Nous vivons dans une forme de matrice de tout temps. Tous les hommes ont vécu dans une forme de matrice qui vient du fait que toute réalité est une réalité construite par une conscience collective. Donc nous sommes dans une conscience collective dont nous construisons la réalité. C'est une réalité qui est réelle, elle a le statut de réalité, mais c'est quand même une construction de la conscience dont on peut sortir. Alors, ça ne veut pas dire que quand on en sort, on va se retrouver dans un monde à la Matrix, tel que le décrit le film Matrix. Et il y a une deuxième forme de matrice dans laquelle on se trouve. Donc, on est dans une matrice à l'intérieur d'une matrice qui vient du fait qu'on vit dans une époque avec une très forte aliénation, qui vient du fait qu'on vit dans une époque où, plus que jamais, on a tendance à devenir des robots à cause des médias, à cause de la mondialisation, à cause du fait qu'on est dans une société où on a transféré le pouvoir au pouvoir financier, à cause du fait de tout ça. Mais en fait, d'où ça vient tout ça? Ça reste quand même une construction collective, parce que c'est nous qui, durant des décennies, on a éduqué le peuple, nous-mêmes, à penser que nous étions des machines. D'accord? On nous a éduqués on est dans l'ère du mécanicisme. On est en train d'en sortir. Hein. Je suis optimiste. Mais l'ère du mécanicisme, tout le XXe siècle, même le XIXe siècle, étaient des siècles mécanicistes. Qu'est-ce que ça veut dire mécaniciste? Ça veut dire dans un paradigme qui pense que tout est mécanique. Bon, ceci est complètement faux. Je ne vais pas donner les raisons maintenant, je passe mon temps à en parler pendant les conférences. Nous ne sommes pas, la mécanique joue bien entendu, mais nous ne sommes pas déterminés mécaniquement. Bon, n'empêche que… Alors, Philippe, oui. Je vais répondre là sur cette double matrice, si tu me permets de te couper. Oui. Je suis parfaitement d'accord. Et quand je disais tout à l'heure, l'indépendance, on peut se la prendre avec le libre arbitre et cette matrice illusoire qui nous enferme avec ces intelligences d'ailleurs, ces machins, on peut dire non. Eh bien, en bas, si on veut avoir une clé de sortie, c'est le même principe, c'est de dire non. Imaginons que toutes les consciences s'éveillent, refusent la télévision, les discours à la noix des politiques, les trucs de Monsanto, les machins, les bidules, les machins. Tout le monde se lève et dit non. On est la majorité, ça ne marche plus. Bien sûr, mais c'est ce qui va se produire. Voilà. Et pour faire sauter cette matrice du bas, la 3D, il suffit de dire non, c'est indépendant. Et c'est dans les dialogues, disons-le. Oui, mais il y a plein de raisons à ça. Bon, d'abord, les gens sont en train de se rendre compte, hein, de toute façon, que bon, avec l'effondrement financier qui nous pend au nez d'année en année, avec on voit bien que tous les politiques qu'on a sont… Enfin, je veux dire, il n'y a plus aucune intelligence qui règne au niveau de ce qu'on appelle habituellement les élites. Hein. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a que de l'aliénation à ce niveau-là. Bon, de toute façon, c'est nous qui avons fabriqué ça. C'est-à-dire que pendant les décennies, c'est ce que je disais, on a programmé l'espace-temps, on lui a dit, nous sommes des machines. Voilà, alors, donc, on est bien d'accord. On s'est comporté comme des assistés. Donc, qu'est-ce que des assistés tombent en face d'eux? Ils trouvent pas des bourreaux, mais ils trouvent des gouvernements qui veulent régler tous les problèmes de leur peuple. Voilà, c'est-à-dire voilà, nous avons perdu notre indépendance et maintenant, c'est à nous de la retrouver, de la reconquérir. Voilà, à force de demander, voilà, augmenter nos salaires, à force de revendiquer, etc., en oubliant d'être nous-mêmes, parce qu'on se prend pour des machines, on ne sait même pas pourquoi on vit, on a en résultat, ces élites, entre guillemets, j'aime pas qu'on les appelle élites, hein, parce que pour moi, elles ne sont pas intelligentes. Donc, plus on va à un niveau élevé, et moins on a affaire à de l'intelligence au sens des dialogues, par exemple, hein, au sens du mental supérieur, et plus on a affaire à des robots qui vivent pour préserver leurs propres intérêts. D'accord ? Donc, on parlait d'entité tout à l'heure.
lorsque se fabrique son futur, d'où viennent toutes ces entités, d'accord? Étant donné que nous créons notre réalité par nos pensées et nos émotions, d'accord? Dans notre futur apparaissent des énergies qui redescendent vers le présent et c'est la résultante de toutes ces énergies, la résultante majoritaire qui vient créer nos lignes de vie, d'accord? Ces énergies, elles sont puissantes, elles ont une autonomie, parce que c'est comme dans un fluide, c'est-à-dire que l'espace-temps est un immense fluide, hein, c'est comme, vous prenez un entonnoir, vous mettez de l'eau dedans avec plein d'informations dedans, et il y a une partie qui vont passer, il y a une autre partie qui va attendre ad vitam aeternam avant de passer à travers le trou, etc., mais tout va finir par passer. Voilà, toutes ces énergies qu'on met, étant donné que la mécanique, elle est indéterministe, elle n'est pas seulement indéterministe dans le temps, elle est indéterministe hors du temps, d'accord? Donc ces énergies ont une autonomie. Et dès qu'il y a une énergie qui, dans le futur, a une autonomie, vous avez forcément une entité immatérielle qui s'en empare. Parce qu'il y a, dans tout ce qu'on a créé, il y a trois mondes, hein. Il y a le monde de la réalité physique qui correspond au passé, le monde de la conscience, la somme de toutes les consciences humaines qui correspond à ce que dans l'ésotérisme on appelle l'astral, qui correspond aussi à ce qu'on appelle l'akasha. C'est là que vivent ces fameuses entités, d'accord? C'est pas des entités qui existent réellement, ce sont des énergies de la pensée qui sont là parce qu'elles contribuent à construire notre réalité, parce que nous les avons invoquées en quelque sorte, sans le savoir, nous les avons créées. Donc, vous avez des énergies qui ont un potentiel d'autonomie. Il est normal qu'il y ait des entités qui s'en emparent. Alors, on ne va pas les dénombrer, hein, ça peut aller de... Enfin bon. Et donc, qu'est-ce qu'elles font, ces entités? Eh bien, elles manipulent tout ce qui peut être robot chez l'humain. C'est-à-dire que, comme nous avons des comportements d'avidité, hein, un comportement d'avidité, c'est un comportement robot, comme à l'échelle des pouvoirs financiers, à l'échelle de nos multinationales, etc., ne règnent que des robots, c'est-à-dire que des intérêts. Qui dit intérêt dit robot, c'est-à-dire que tous les humains qui ne vivent que pour préserver leurs intérêts vivent forcément comme des robots. Or, un robot a forcément un contrôle extérieur, d'accord? Ça, c'est une loi de la nature qui n'est pas bien connue. Enfin, moi, j'ai fait de l'intelligence artificielle, je sais pourquoi. C'est parce qu'un robot n'est pas relié. C'est la connexion qui permet d'avoir un véritable libre arbitre. Si vous n'avez pas de connexion, vous n'avez pas de libre arbitre. Or, comme vous avez une autonomie, vous êtes forcément récupéré par une entité qui fait le boulot à la place de votre connexion. D'accord? Voilà. Donc, exactement. toutes les élites qu'on appelle des élites, mais c'est complètement débile de les appeler des élites. C'est aussi complètement débile. Les théories du complot sont complètement débiles à cause de ça. Les complots n'existent pas. Il n'y a pas dans l'humanité ces fameux Illuminati qui ont prévu enfin bon, si ça peut exister, bien sûr, il peut y avoir. Oui, mais bon, pas au sens. Il faut pas nier l'existence des complots. Mais bon, il ne faut pas nier l'existence. Je ne nie pas l'existence des complots, mais en général, l'état d'esprit complotiste, ça consiste à penser qu'il y a des intelligences supérieures qu'on appelle élites ou qu'on relie au pouvoir financier, qui nous veulent du mal, qui veulent réduire la population, etc. Ça n'existe pas. Moi, je pense que ça n'existe pas. Je ne dis pas que ça ne peut pas ne pas exister. Bien sûr qu'il y a des connards qui pensent à réduire la population, mais il ne faut pas penser à ça. Il y a une explication bien meilleure. Il y a une explication bien meilleure. L'explication bien meilleure, c'est que toute personne qui vit pour son intérêt personnel est forcément un robot. Il est forcément le robot de quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être le robot de quelqu'un dans cette réalité-là, donc auquel cas, il va tout simplement faire ce qu'on lui demande de faire, ou alors, à plus haut niveau, il va être le robot d'une entité immatérielle qui va se servir de ça pour continuer à encourager
ce genre de pensée dont ils sont nourris. Voilà. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et même ceux qui dénoncent cette théorie du complot sont manipulés également. Oui. De la même façon, ce sont des marionnettes. Hein. Oui. Oui, parce qu'en fait, ça entretient la négativité qui crée justement toutes ces énergies qui nous transforment en… Ça sert ces énergies-là. Bien sûr. C'est le machinisme. Quand on a compris ça, on a compris vachement de trucs. Bien sûr, lorsqu'on est, on est des… Si on n'avait pas cet éveil actuel, on serait voué à devenir des esclaves et ensuite du bétail. Ça, c'est un mouvement logique, c'est la loi de la physique. Ce sont les lois de la physique. Qu'est-ce que disent les lois de la physique? C'est que sans reliance, vous allez vers un désordre forcément croissant. D'accord? Et un désordre forcément croissant, c'est forcément une dégénérescence. Et l'humain, s'il ne se relie pas, deviendra forcément un esclave. Et après, si l'esclave ne se relie pas, il deviendra forcément du bétail. Et après, enfin bon, j'en sais rien. Non, mais de toute façon, c'est de toute façon la voie évidente. À partir du moment, s'il n'y a pas de réveil, on va de toute façon droit dans le mur. Ça, j'en suis absolument convaincue. Oui. Et c'est formidable qu'à l'heure actuelle, les gens se réveillent précisément pour que, avec la masse et toute cette énergie que ça va créer, ça changera forcément les choses. Alors, il faut faire attention quand même. Il ne faut pas tomber dans l'état d'esprit du New Age. D'accord. Ah, je ne suis pas New Age du tout. J'ai le New Age dans le nez. Parce que la loi d'attraction, la pensée positive, etc., tout ça, c'est des conneries. D'accord. Je le pense fortement. Par contre, ce que je pense, c'est que plus les gens s'éveillent… Il n'y a pas plus de loi d'attraction que la loi de la répulsion. La loi de répulsion, elle est même elle existe de manière plus objective que la loi de l'attraction. Ensuite, la pensée négative est beaucoup plus constructive que la pensée positive. Ce qu'il faut faire attention, c'est juste ne pas avoir de pensée, on va dire, négative sur le plan émotionnel. Mais sur le plan mental, le non est absolument essentiel parce que c'est la clé du libre arbitre. Il y a eu des expériences qui ont démontré que l'être humain n'avait pas de libre arbitre, en tout cas son moi conscient n'a pas de libre arbitre, d'accord? Parce que ce sont des mécanismes inconscients qui déterminent nos décisions, sauf dans un cas particulier où on a décidé quelque chose et finalement, au dernier moment, on l'annule. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on annule quelque chose qu'on vient de décider, c'est-à-dire, voilà, on a décidé quelque chose, on va le faire, parce qu'on obéit à un système, voilà, pour faire plaisir ou n'importe quoi. Et puis, paf, il y a quelque chose qui nous arrête. On sent instinctivement que, voilà, lorsqu'on dit non, eh bien, on a du libre arbitre parce que là, il a été démontré que, effectivement, on n'est pas dans un état de conscience qui est précédé par des informations inconscientes. Dans ce cas-là, les informations qu'on enregistre dans le cerveau, elles viennent après la décision de dire non, après l'annulation, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de libre arbitre en disant oui. Il y a une façon d'avoir de libre arbitre en disant oui, c'est la reliance. C'est-à-dire que lorsqu'on est relié, ce qui est rare, il faut considérer que c'est pas le commun. Lorsqu'on est relié, lorsqu'on est connecté, à ce moment-là, les informations nous viennent du futur. Donc, il est tout à fait normal qu'à ce moment-là, les décisions qui proviennent du fait qu'on est relié, on n'est apparemment pas de libre arbitre, puisque il y a un mécanisme de rétrocausalité qui se met en place. Donc, il est normal qu'à ce moment-là, ça s'imprime dans le cerveau avant que ça soit conscient, puisque ça vient du futur. La reliance, c'est les informations qui viennent du futur. Lorsqu'on est relié, on est tiré par son futur. On dit que lorsqu'on fonctionne avec son ego, ce qui est le mode de fonctionnement quand même recommandé, parce que sinon… C'est mieux, oui. Ça peut aider. On a besoin d'être relié, pas souvent, quoi. Juste quand on est paumé ou quand on veut recentrer un peu son activité. Moi, je me relie pas plus une fois par mois ou une fois par an. Je veux dire… On n'a pas besoin de poser des questions à l'univers comme ça tous les jours. On a déjà assez de boulot. Et donc, il est tout à fait normal de fonctionner dans l'ego.
Simplement, il faut que de temps en temps, parce que l'ego est un pilote automatique. Donc le pilote automatique, il est super efficace. Par contre, de temps en temps, le pilote automatique, il est dans des nouvelles situations et en fait, il a besoin d'une reprogrammation. C'est là qu'on a besoin de se relier. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut mettre à jour le système pour repartir dans la bonne direction. Voilà, c'est ça la connexion. Oui, non, c'est tout à fait ça. C'est à peu près ce que je pense, oui. Vous le dites mieux que moi et d'un point de vue beaucoup plus scientifique, car je n'en suis pas une. Mais j'arrive à peu près au même ressenti, à la même conclusion. Voyez. Alors, moi, Philippe, j'avais quand même une question, parce que j'ai l'impression que c'est juste une histoire de mots. Quand tu dis que la loi d'attraction, c'est du New Age, et d'un autre côté, tout à l'heure, quand tu décrivais la façon dont tu construis, tu crées en fait les choses dans le futur, et puis puis ce sont des choses dans le futur qui arrivent dans le présent. Pour moi, ça ressemble quand même vachement à la loi d'attraction quelque part, parce que c'est le Oui, principe. non, mais attends. C'est plus de l'accroche que de l'attraction. Voilà, si je dis la loi d'attraction, c'est correct. Alors voilà, effectivement, il a dit la loi d'attraction plus correctement. Les gens vont aller voir. C'est du grand n'importe quoi. Il y a 90% de merde dans les bouquins de développement personnel autour de la loi d'attraction. D'accord ? Parce qu'on vous dit qu'il faut cultiver la pensée positive, on vous dit que vous n'avez pas besoin d'efforts, on vous dit qu'il ne faut surtout pas douter, et tout ça, c'est des conneries. D'accord ? J'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, il faut faire attention à la pensée positive, parce que si vous êtes tout le temps positif, vous n'aurez jamais de libre arbitre. Ensuite, on vous dit qu'il ne faut pas douter, mais bien entendu qu'il faut douter. Il faut douter, mais c'est le mental. C'est-à-dire que si vous ne doutez pas, vous allez vous enfermer dans une croyance, et ça va être, vous allez confondre ça avec la croyance et la foi, ce sont des choses différentes. Tu crois que le New Age, il t'enseigne la différence entre la croyance et la foi? Le New Age américain n'enseigne absolument pas la différence fondamentale entre la croyance et la foi. La foi, ça relève de l'émotionnel. La croyance, ça relève du mental. D'accord ? Ce sont des croyances dont il faut se débarrasser. Et c'est la foi qu'il faut cultiver. D'accord ? Et donc, voilà, il faut enseigner ça. Ensuite, le doute. Par contre, là, c'est le contraire. Le doute, il est vachement fondamental. C'est surtout pas au niveau émotionnel qu'il faut douter. C'est au niveau mental qu'il est indispensable de douter. Parce qu'il permet d'avancer. Et bien sûr, il est indispensable. Si on n'a pas le doute, on n'avance pas. Il faut avoir un doute raisonnable aussi. Toutes les questions de mesure. Voilà. J'ai passé mon temps je peux vous raconter les synchronicités que j'ai vécues suite à. Finalement, j'en ai fait le résumé dans mon nouveau bouquin. J'ai presque envie de vous les raconter. J'ai passé mon temps à douter. Je doutais de ce que ça marche. Je doutais, d'accord ? Mais j'étais dans une attitude positive. Émotionnellement, j'étais positif. J'étais même, on va dire, dans un état de grâce. Mais je passais mon temps à douter. Si vous ne doutez pas, vous ne déclenchez pas de synchronicité. Vous l'aurez. Vous vous trompez. D'accord ? Donc, voilà. Donc, moi, je prends le contre-pied du mouvement New Age à plusieurs niveaux. Au niveau de la loi d'attraction, au niveau de la pensée positive, au niveau du doute, l'effort. On vous dit de ne pas faire d'efforts, mais c'est vachement important de faire des efforts. Si on ne fait pas d'efforts, on ne va jamais arriver à se dépasser soi-même, on ne va jamais arriver à sortir de l'ego, on ne va jamais arriver à lâcher prise de toutes les, même les gens, je veux dire, même tous les processus d'éveil, même dans le développement personnel, il y a quand même des choses positives. On vous apprend à vous discipliner quand même un petit peu. Faut pas. Évidemment qu'il ne faut pas. Je ne suis pas en train de dire il faut tout jeter. Je suis en train de dire il faut faire très attention avec cette loi d'attraction qui a toutes les sauces, et avec cette sauce quantique qui apparaît partout, il faut faire très attention. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de quantique, mais en disant quelque chose comme ça, parce que c'est ça, on le met à toutes les sauces, la loi d'attraction aussi. Malgré tout, je fais une petite parenthèse sur mais il faut le New Age, nous on lui a donné un petit sobriquet, on l'appelle le New Age, parce qu'effectivement, il faut arrêter d'être dupe et de suivre comme ça des mouvements comme des moutons. Il faut tout expérimenter par soi-même. Par contre, là où je te rejoins, et puis d'ailleurs, c'est en écoutant, c'est ça qui est drôle, c'est en écoutant pas mal de émissions sur BTLV à l'époque, où moi, j'ai réussi à raccrocher le fonctionnement de la loi d'attraction
à quelque chose de beaucoup plus concret que ce qui est expliqué par le New Age. Et du coup, pour moi, c'est juste une histoire de fréquence. Voilà, faut se mettre sur la bonne fréquence. Il y a une action, il y a quand même une action derrière. C'était, comme tu le dis, ça n'arrive pas tout seul. Ça n'arrive pas tout seul. Et qu'est-ce que c'est que ces fréquences? Moi, je suis physicien, je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. Bien sûr, il y a un aspect vibratoire, mais dans les livres concernant le New Age et compagnie, on va vous parler sans arrêt de vibrations, de tout ça, mais on ne va jamais vous dire des vibrations de quoi? De quoi? Des vibrations de quoi? Hein? Il faut que ce soit un type comme moi qui écrive des bouquins et qui ait l'air de cautionner le New Age à tort. Alors, je suis obligé après de combattre ça, sinon on me reproche. On me reproche d'aller dans n'importe quelles émissions. D'accord? Voilà, à cause de ça. Parce que, moi, je suis tout public. Hein. Je suis écouté par des scientifiques très sérieux. Je suis écouté par des gens qui sont très sérieux. Je suis même écouté par des techniques. Je suis même écouté par des zététiciens. Donc, si je vais dans certaines mouvances sans dire faites attention, je ne serai plus écouté. Ce sera logique, ce sera normal. Si je me mets à cautionner toutes sortes de naïveté dont j'ai cité, hein, voilà. Et donc, je suis obligé de prévenir, de dire attention, lorsque vous parlez de vibration, lorsque vous parlez de ceci, de cela, etc., dites au moins de quoi il s'agit. Alors moi, personnellement, mon histoire de fréquence et mon idée de la fréquence d'échange, je pense qu'on a tous tout est information pour moi. Et je pense que quand on rencontre quelqu'un qui est sur la même fréquence, on va échanger de façon inconsciente de l'information. Oui. C'est là où on va Alors après, ça va devenir concret puisqu'on va échanger, évidemment. On le sent bien, l'autre. On ne sait pas pourquoi, mais on le sent bien. Et on va échanger et on va découvrir avec formidablement une grande joie qu'on est sur la même longueur d'onde. Parler d'information, c'est mieux. Voilà, il vaut mieux parler d'information. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux parler d'information? Je vous explique. Parce que la physique a découvert que tout est information. Mais en même temps qu'elle a découvert que tout est information, elle est incapable de gérer ça. Parce qu'avec les équations, on ne peut pas gérer l'information. Il y a des problèmes. Enfin, je l'explique, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce sera invitable. Bon. Il vaut mieux parler d'information. D'accord? Si on parle de fréquence, de vibration, eh bien, il faut dire de quoi on parle. Bon, après, moi, je sais de quoi on parle, parce que, j'ai une théorie de l'espace-temps, donc je sais à quoi correspondent ces vibrations. Les vibrations émotionnelles, etc., ce sont des vibrations quanto-gravitationnelles. Ça correspond à des ondes quanto-gravitationnelles. On sait que les ondes gravitationnelles existent, mais les ondes gravitationnelles sont petites, hein, c'est 10 puissance moins 14 mètres. C'est provoqué par la collision de trous noirs. D'accord? C'est pas de la tarte, ce truc. Donc, et pourtant, c'est tout petit. Mais nous, on provoque des ondes gravitationnelles qui sont quanto-gravitationnelles, c'est-à-dire encore bien plus petites que ça. C'est 15 ordres de grandeur en dessous, parce qu'effectivement, on est tout petit par rapport au trou noir. Donc, c'est pas à 10-15, nous, c'est à 10 puissance moins 30, moins 35 mètres. D'accord? Voilà. C'est absolument inimaginable. Donc, voilà ce que c'est que les vibrations en question. Bon, donc il vaut mieux pas parler de vibrations parce que personne ne va croire que des choses aussi imperceptibles, mais pourtant c'est par là que passent les informations. Et en fait, pourquoi c'est imperceptible? Parce que notre réalité est une illusion. C'est-à-dire que si on essaye de mesurer dans notre réalité ces choses-là qui ont un impact considérable, ça va apparaître tout petit. Ce n'est pas fait pour être mesuré d'ailleurs. Hein. Donc il vaut mieux parler d'information. Si on parle d'information, on a moins de chances de se faire rabrouer par des physiciens ou des rationalistes, parce que de toute façon, la physique fait ses premiers pas à ce niveau-là et il n'y a pas grand-chose. C'est un peu comme si on abordait la question de la mécanique de l'espace-temps par le biais de la psychologie. Voilà, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. En psychologie, c'est pas considéré comme une science. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Alors donc, si on ramène ça à l'information, donc moi je considère que l'information dans le futur
est multiple et infini, donc toutes les informations sont présentes. Après, on se dirige vers la bonne information, on attire la bonne information, là aussi on emploie le verbe qu'on veut, sur lequel on va essayer de tendre le plus à même. Et c'est là-dessus où je considère qu'il y a quand même une loi d'attraction, mais parce que c'est le terme à la mode. Et encore une fois. Oui, mais non, il y a une loi aussi de la répulsion. Moi, j'aime pas cette loi d'attraction. C'est pas, il y a une loi d'attraction, oui, il y a une loi d'attraction, mais pourquoi on l'appelle loi d'attraction? Telle qu'elle est définie, il y a des choses qui, à mon sens, et c'est ce que tu veux dire, Philippe, il y a des choses qui sont complètement inexactes. Mais il faut poser effectivement une définition sur cette attirance qu'on peut avoir l'un à l'autre, ou avec une personne qu'on ne connaît pas, parce qu'on détient l'information, il a la même. On va se parler, on va découvrir quand même information. Oh tiens, c'est synchro, c'est formidable, pensez la même chose que moi. Bon. La synchronicité, c'est pas la loi de l'attraction. Oui, je le sais bien. La loi de la répulsion. Mais en attendant, c'est ce qui permet d'avoir le lien avec l'autre, non? La loi d'attraction, je suis désolé, c'est pas la mécanique de l'espace-temps. C'est un petit aspect, effectivement. C'est une façon de résumer ça pour le J'essaie de trouver une explication, mais je peux me planter sur toute la ligne. Hein. Enfin bon. Non, mais c'est tellement compliqué. On a des mots qui ne sont pas connotés. La synchronicité, c'est pas connoté. La synchronicité, ça existe. Ça a été cautionné par Jung et Paoli. Paoli, c'est un prix Nobel. Ce gars-là, il est respecté. D'accord ? Parlons de synchronicité. Ensuite, l'idée que nos pensées et nos émotions puissent créer notre réalité dans le futur, c'est tout à fait respectable. C'est pas issu du New Age. Ce sont des idées qui sont des idées millénaires, qui ont existé de tous les temps. C'est la pensée animiste, et la pensée animiste, elle est bien meilleure que n'importe quelle pensée moderne. Donc, aller parler de la loi d'attraction à un animiste, à un Indien dans la savane, il s'en fout de votre loi d'attraction. Lui, pourtant, il la pratique infiniment mieux que vous. D'accord ? Il va se foutre de votre gueule. D'accord ? Allez parler de la loi d'attraction à un chaman, il va se foutre de votre gueule. Et il aura raison. D'accord ? C'est beaucoup plus compliqué, c'est plus subtil que ça, bon sang. On est dans des énergies subtiles. On est en train de vouloir transformer le subtil en grossièreté. La loi d'attraction, c'est la transformation de quelque chose de subtil en grossièreté. D'accord ? C'est du réductionnisme. Ce que vous reprochez aux gens qui ont une pensée matérialiste, c'est leur réductionnisme. D'accord ? Leur réductionnisme qui consiste à dire la conscience n'est pas le produit du cerveau, etc. Et donc après, ils vont vous prendre pour des naïfs. Eh bien, vous êtes en train de faire exactement la même chose de l'autre côté, du côté, mettons, spiritualiste si on veut. Hein, en parlant de loi d'attraction, vous faites du réductionnisme de quelque chose qui est beaucoup plus subtil et qui ne devrait pas être résumé en ces termes. Vous avez raison. Ouais, mais le problème, c'est trouver le bon terme. Le problème, c'est que vous avez pris l'habitude de ça parce que vous avez un public qui est orienté, qui a ce genre d'orientation, etc. Et moi, on me dit, Philippe, fais attention, n'accepte pas des entrevues avec n'importe qui à cause de ça. D'accord ? Bon, Antoine, ça va, je t'accorde cette interview. Je ne pense pas risquer grand-chose. Je sais que tu es quand même... Voilà, tu es quand même un type qui réfléchit. Mais bon, ce que je veux, c'est que ton public soit un peu moins olé, tu vois. Et les gens se cherchent à l'heure actuelle. Donc, à partir du moment où il y a des personnes comme vous, qui êtes des scientifiques qui donnent une explication et une direction, vous allez aider précisément ces gens à réfléchir. Et ça, c'est fondamentalement important. Mais bien sûr, mais il faut élever. Mais ça va s'élever. Mais il faut qu'il y ait déjà la connaissance. Il y a des problèmes de connaissance. Mais oui, mais la plupart des gens qui rentrent là-dedans, je le vois, parce que j'ai commencé à faire des stages. Là, bon. La plupart des gens qui rentrent là-dedans recherchent des réponses mentales. D'accord ? C'est idiot, il ne faut pas chercher des réponses mentales.
si vous ne pouvez pas élever le mental, si vous n'élevez pas en même temps l'émotionnel. Il faut faire, je veux dire, on parle souvent du fait qu'on a 3 cerveaux. Ça, ok, moi je suis d'accord avec ça. On a le mental, on a le cœur et l'émotionnel. Et l'intelligence, c'est la synthèse des 3, d'accord? Le cœur, parce que la conscience, elle a 3 centres. On a un centre énergétique qui correspond au cœur, on a un centre émotionnel qui correspond aux tripes et on a un centre mental qui correspond à la tête. D'accord? Et si vous voulez éduquer les gens, il faut éduquer les 3 centres. Voilà. Oui, mais il faut déjà que les gens aient l'information de ça, ils ne le savent pas. Si on ne vous lit pas, on ne sait pas. Et voilà, mais si on parle de loi d'attraction, on ne va pas éduquer les 3 centres. Non, mais Philippe, le pire, c'est un problème de connaissance. Ouais, je pense qu'on est tout à fait d'accord tous les 3 ensemble sur le sujet. Et d'ailleurs, encore une fois, sur cette chaîne, on n'hésite pas à rentrer dans ces sujets, dans ces débats, pour que les gens, à un moment donné, arrêtent de tomber dans les pièges que tu es en train de décrire depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que dans la conversation, il y a des mots qui sont plus faciles à employer parce qu'on cadre de suite. Par contre, ils sont forcément et sûrement très mal employés. Et là, je pense que pour le terme loi d'attraction, on est d'accord que c'est très réductionniste. Là-dessus, il n'y a pas de... Il faut remplacer ça par l'idée que nos pensées et nos émotions créent notre réalité à vivre. Pas tout de suite. Hein. On est des magiciens, mais on n'est pas des magiciens du présent. On crée notre réalité à vivre dans le futur. Il faut remplacer ça par ça. C'est ça. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est... Après, ça redescend. Ouais. Je termine. Après, ça redescend. Ça peut redescendre sous forme d'attraction. Ça peut redescendre sous forme de répulsion. Et de toute façon, il ne peut pas y avoir d'attraction à partir du moment où on est prise, ou de répulsion, ou quoi que ce soit, à partir du moment où on est prisonnier de nos 3 centres, c'est-à-dire du mental, de l'émotionnel et de l'ego. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas une espèce de mécanique de l'espace-temps, loi d'attraction. Je vais penser ça, je ne vais pas avoir besoin de faire d'efforts. Il ne faut surtout pas que je doute. En fait, c'est exactement l'inverse de tout ce qu'on préconise. Hein. Bon, on parle de pensée positive. Non, c'est la pensée négative qui marche, qui donne le libre arbitre. On parle de doute. Il ne faut pas douter. Ben si, justement, il faut douter. On parle de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, pas faire d'efforts, mais si, justement, il faut faire des efforts. Tu sais, il suffit juste d'expérimenter par soi-même et puis on se rend compte très vite de la façon dont ça fonctionne et ça fonctionne comme tu l'as décrit. Les gens peuvent mettre des années avant de se rendre compte qu'ils sont tombés dans un truc où finalement ce qu'ils ont appris, ça leur a rien apporté. C'est pour ça que je dis par soi-même. Et pas. En se prenant des claques. En se prenant des claques. De toute façon, tout est à l'intérieur de soi, c'est pas à l'extérieur qu'on trouve les choses. Donc, foncièrement, à un moment, à force de réfléchir, de se prendre des trucs dans la figure, de voir que ça fonctionne pas, on finit par y arriver. Voilà, c'est tout. Et le bouquin Dialogue avec l'ange, il est bien parce que justement, on voit bien que l'ange, c'est pas un ange, justement. Ben non, pas du tout. C'est quelqu'un qui vient vous dire des choses qui sont difficiles à entendre. Tout à fait. D'accord? Donc, faut pas oublier. Qui nous oblige à aller à l'intérieur de soi pour faire partir le superflu qui nous pollue. Voilà, d'où l'utilité. Alors, comme on revient sur les dialogues avec l'ange, je voulais en profiter pour accueillir Magali Cazotte. Bonjour Magali. Bonjour Antoine. Tu as un peu de mal à arriver dans l'émission à cause de problèmes techniques, mais je suis là, c'est bon. Non, t'inquiète pas, tu es là et bien là. Alors Magali, tu as été invitée par Elisabeth. Elisabeth, pour quelle raison? Bonjour Magali. Bonjour Philippe. Magali m'a parlé l'autre jour du travail qu'elle avait fait pour trouver un rapport entre les dialogues avec l'ange et le suaire de Turin. Mais elle n'a pas développé le fond de sa pensée, donc je ne sais pas ce qu'elle va nous dire, mais j'aimerais bien le savoir. Parce que je suis une vraie curieuse comme elle d'ailleurs, parce qu'elle est affreusement curieuse. Donc Magali, tu as fait une réflexion intellectuelle sur ce sujet. C'est toujours intellectuel et c'est toujours très intéressant ce que tu nous racontes. Donc vas-y. Je suis toute oui parce que j'ai envie de découvrir ce à quoi tu as réfléchi sur le sujet.
Alors, juste avant, pour recadrer Magali, pour ceux qui ne connaisseraient pas encore ce nom, voilà, je pense que les lecteurs de Top Secret, par exemple, auront reconnu. C'est ça, Magali, je ne dis pas de bêtises, tu as écrit dans Top Secret. Oui, j'ai écrit quelques articles, mais surtout plusieurs ouvrages. Alors, c'est les religions à mystère. Voilà. Et pendant des années, j'ai travaillé là-dessus. Et sans cette connaissance des religions à mystère, je n'aurais absolument rien compris au dialogue à l'ange. Ce livre, je l'ai découvert il y a plus de 20 ans. Et la première fois que je l'ai lu, honnêtement, je suis passée complètement à côté. Il m'avait laissé une drôle d'impression, mais sans plus. Donc, je l'ai remisé dans la bibliothèque pendant plusieurs années. Et au bout de 20 ans, je suis retombée dessus, on va dire par hasard. Et c'était pour les besoins, justement, pour écrire un article pour un magazine. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ressortir cette vieille histoire? Parce que ça fait quand même 40 ans que les dialogues à l'ange ont été publiés, en décembre 1976. Et quand j'ai rouvert ce livre, alors là, j'ai eu un choc. Il a fait me tomber des mains, grâce justement à tout le travail que j'ai pu faire sur les religions à mystère. Parce qu'en fait, ce dont nous parle l'ange, vraiment, on va dire, le point fondamental des dialogues, ça correspond au grand arcane des religions à mystère. Arcane, alors il nous l'enseigne, l'ange. Mais toujours pareil, un peu à mots voilés, parce que c'est tellement inconcevable qu'on ne peut pas le dire clairement. Et le premier enseignement, d'ailleurs il le dit, l'ange, il dit, depuis longtemps cela a été dit. Et ces choses-là sont enseignées depuis des millénaires. Alors, dans les écoles des mystères, après, ça a suivi le courant gnostique. Alors, ces gnostiques, ils appartiennent à aucune religion, ils sont de toutes les religions, et de tout temps. Et qu'est-ce qu'ils enseignaient? Ces gnostiques, la gnose. Et la gnose, c'est le savoir sacré, la connaissance salvatrice. Parce que c'est une connaissance, justement, qui peut nous amener à triompher du plus grand des maux, de la mort elle-même. Donc, tout cela, c'est en rapport avec le grand arcane des religions à mystère et de tous les enseignements gnostiques tels qu'ils ont été enseignés avant même le christianisme, bien avant même. Et donc, l'ange nous dit, depuis longtemps cela a été dit, parce que ça fait très très longtemps que ce savoir est enseigné, mais entre initiés. Il n'était pas enseigné à tout le monde. Pour l'enseigner à tout le monde, on a utilisé des fables, des légendes, toutes sortes d'histoires allégoriques, parce qu'il fallait parler de la chose sans nommer la chose. Ça a toujours été la règle d'or des initiés. Mais l'ange, ce qu'il y a d'extraordinaire avec les dialogues avec l'ange, c'est que quand même c'est le texte qui explique le plus clairement ce grand arcane, ce grand mystère, le mystérieux magnum des alchimistes, comme il le disait. Et donc, il nous dit, l'ange, là je lis les paroles de l'ange, notre enseignement révèle un mystère, et c'est toujours le même mystère. Il vous est donné, mais transmettez-le. Parce que les temps étaient venus, je pense, de transmettre ce mystère, voilà, de ne plus en faire un secret, parce que là, l'humanité, elle est dans une telle situation maintenant qu'on ne peut plus attendre, qu'on ne peut plus faire de mystère, il faut vraiment révéler le savoir. Et les personnes qui pourront l'appréhender, l'accepter, pourront le recevoir justement ce savoir. Il n'y a plus de secret à faire maintenant. Le voile de silence qu'on faisait peser justement sur les initiés sous peine de mort. Celui qui était initié, par exemple, au mystère d'Élusis, s'il avait le malheur de parler de cela dans la rue, de le révéler à tout le monde, il était condamné à mort. Il y a toujours eu vraiment il était impossible, voilà, d'en parler sous peine de s'attirer, voilà, toutes les foudres possibles. Mais l'ange, lui, on peut dire, c'est le premier à en avoir parlé clairement. Alors, je continue. Là, une phrase de choc des dialogues avec l'ange. Celui qui croit en Dieu s'égare. Ne croyez plus. Soyez lui. Alors là, on rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure, justement la distinction qu'ils vont faire entre la croyance, qui est mauvaise à la base, et la foi. Alors déjà, il nous dit, non, ne croyez pas. Ah, ça, c'est fort. Aussi bien pour un croyant que pour un athée. Parce que là, on est un petit peu perdu. Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'il nous dit, ne croyez plus, soyez lui. Et là, on rejoint l'enseignement des mystères. Alors là, je vais vous citer une phrase du Corpus Hermeticum. C'est un texte hermétique, gnostique, qui remonte au 1er siècle du christianisme.
Il est écrit dans le Corpus Hermeticum, car telle est la fin bienheureuse pour ceux qui possèdent la connaissance, devenir Dieu. Alors là, ça va. On rejoint tout à fait l'enseignement des dialogues. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire devenir Dieu? Soyez lui. Il nous incite cet enseignement, où il nous révèle plutôt que nous avons la capacité d'accomplir un prodige. Et le premier homme qui a accompli ce prodige, et là nous en avons la preuve physique, matérielle, et on peut dire scientifique, après toutes les analyses dont il a fait l'objet, c'est le linceul de Turin. C'est-à-dire Jésus, l'homme Jésus. Je tiens à faire une distinction entre l'homme Jésus et Jésus-Christ, parce qu'il a été appelé du nom de Christ après avoir réalisé le prodige. Pas avant. Hein. Avant, ce n'était qu'un homme de chair et de sang, aussi exceptionnel fut-il, mais il était comme nous. Il avait un corps physique, fait de chair et de sang, mais il n'était pas encore un Christ. La dénomination de Christ arrive après justement la transformation, la transmutation de l'homme, la divinisation de l'homme, pour être plus exact. Et qu'est-ce que nous dit l'ange? Il nous dit aussi, vous êtes des descendants, vous tous de Jésus. C'est-à-dire que l'ange nous dit aussi que nous sommes tous des Jésus en puissance. Voilà. Alors là, c'est quand même très fort. Et alors, il continue l'enseignement en nous disant, le corps n'est pas destiné à l'usage que vous en faites. Alors, depuis que l'humanité existe, je pense que les êtres humains ont fait tout ce qui était possible et inimaginable de faire avec leur corps. Eh ben non, oui, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors, quelle est l'importance de ce corps, justement, qui est souvent rejeté la plupart du temps dans les courants, justement, New Age, spiritualistes, en disant il faut s'élever par l'esprit, mais le corps, on le laisse de côté. Il n'a pas d'importance. Et ça, c'est totalement faux, parce que justement, dans la religion en mystère, dans la vision gnostique, on accordait une importance fondamentale au corps. Parce que c'est avec notre corps qu'on peut réaliser justement le grand mystère, la transformation. Donc, l'importance du corps physique. Et là, l'ange, il continue son enseignement. Il nous dit, si tu te transformes, la matière, elle aussi, est obligée de se transformer. L'homme est le grand transformateur. Transformation, combustion. Seul l'homme peut allumer le feu. Alors là, il nous donne un enseignement capital qui remonte, que l'on retrouve toujours pareil dans les enseignements hermétiques. Le feu secret, le grand transformateur, celui qui va transformer pour les alchimistes la matière première en pierre philosophale. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ce que les alchimistes sont capables de faire sur leur matière première, eh bien nous, dans notre corps, nous serions capables d'accomplir ce grand œuvre. C'est-à-dire transformer nos corps de chair en corps de lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé au sein du linceul de Turin? C'était une métamorphose. Cette libération d'une énergie incroyable, ce flash de lumière qui est imprimé sur le linceul de Turin, justement, cette image absolument incroyable. Et c'est une image, alors il y a un terme spécifique en grec qui s'appelle archéopoiète, ça veut dire non fait de main d'homme. Parce que personne ne peut reproduire cette image. Même à une technologie actuelle, on est incapable de reproduire une telle image qui aussi repose sur une information holographique. C'est un hologramme. Il faut le savoir, l'image du linceul du Turin a des informations exactement comme un hologramme. D'ailleurs, là, il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus. On a reconstitué justement cette image holographique. Et il y a eu d'autres aussi expériences qui ont été faites. Et on s'est aperçu que le brunissement des fibres de lin, c'est comme une irradiation, une très légère irradiation qui a formé cette image. Et c'était un peu l'équivalent, il aurait fallu déclencher une puissance équivalente à un bombardement de protons. Alors là, je pense que ça va énormément parler à Philippe, tout ça. Et donc, toutes ces anomalies qu'on a relevées en étudiant le linceul du Turin, mais on s'est aperçu aussi d'une chose. En étudiant les caillots de sang,
alors, ce qu'on appelle les caillots de sang non altérés, comme disent les scientifiques, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas brisés, les caillots de sang. Et si on avait soulevé d'1 millimètre le tissu qui recouvrait le corps qui se trouvait dans le linceul, les caillots de sang auraient explosé. C'est-à-dire, nous avons aussi la preuve que le corps qui se trouvait enveloppé dans le linceul s'est dématérialisé au moment où il y a eu cette libération d'énergie. Donc, toutes les études qui ont été réalisées sur le linceul du Turin nous apportent la preuve, mais alors là, matériel scientifique, ça, je crois que c'est même plus discutable, qu'il s'est passé quelque chose de totalement anormal. Et c'est ce corps, justement, qui s'est dématérialisé et en même temps qui a émis une émission, enfin une lumière qui a irradié les fibres de lien et qui a donné naissance à cette image absolument incroyable. Et ce que nous, tout l'enseignement des religions mystères et vraiment le fond, le message le plus profond des dialogues avec l'ange, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que ce que l'homme Jésus a accompli dans le linceul du Turin, chaque être humain est potentiellement capable de réaliser ce prodige, au terme effectivement quand même d'une longue évolution spirituelle. Mais pour réaliser ce prodige, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'abord de la connaissance, parce que celui qui ne sait pas qu'il est capable de faire une telle chose, il ne pourra jamais le réaliser. Et aussi comprendre comment elle peut se produire. Et là, l'ange aussi en parle, il en parle à un moment, l'importance du sang. Pourquoi le sang humain est important? Parce que le feu secret, comme disaient les alchimistes, le feu de Dieu, le feu enfoui dans la matière, il se trouverait dans notre sang. Et ça, c'est ce que nous révèle l'interprétation kabbalistique du nom d'Adam. Adam, c'est le nom, c'est pas simplement le nom du premier homme qui aurait été créé, il regroupe toute l'humanité, il symbolise toute l'humanité, Adam. Et que veut dire le nom d'Adam? Alors, il y en a, la plupart du temps, on traduit ça par terre rouge, par le terme Adama. Mais Adama, c'est un dérivé du nom d'Adam. Adam, c'est vraiment le premier terme qui a été employé. Et Adam, qu'est-ce qui nous révèle ce nom? C'est l'association du A, Aleph, en hébreu, l'équivalent de notre A, de l'alpha en grec, et du mot dam, en hébreu, qui signifie sang. Et le Aleph, c'est aussi un symbole. Chez les kabbalistes, il représente le feu de Dieu, le feu qui est en toute chose, qui est enfoui au plus profond de la matière. Et si on réunit l'Aleph et le dam, donc en hébreu sang, ça signifie le feu de Dieu enfoui dans le sang de l'homme. Et ce feu est tellement puissant en nous, puissant dans notre sang, que nous aurions le pouvoir de le libérer. Et c'est la puissance de ce feu divin qui serait enfoui dans notre sang qui aurait le pouvoir d'accomplir la métamorphose, de la transmutation du corps de chair en corps de lumière, en corps de gloire. Et instantanément, au moment où a lieu cette métamorphose, le corps disparaît, il se dématérialise. Parce que là, il part sur un autre plan. Et tout ça, tous ces enseignements secrets qui ont été vraiment perpétués voire de millénaires, depuis des millénaires, on a l'impression qu'ils sont condensés dans les dialogues avec l'ange. Et c'est pour ça, moi, à l'époque, il y a 20 ans, quand j'ai ouvert les dialogues avec l'ange, ça ne me disait absolument rien, parce que je ne connaissais rien du linceul de Turin, je ne connaissais rien aux religions à mystère. Et il m'a fallu 20 ans, vraiment 20 ans de recherche obstinée, pour arriver déjà à percer les mystères d'Éleusis, à comprendre le symbole qu'il y avait derrière toutes ces légendes, derrière tous ces enseignements mystiques, on va dire. Et puis après, en m'intéressant à la linceul du Turin, j'ai fait le rapprochement. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas simplement une transformation spirituelle. C'est physique, c'est charnel. Et c'est le mystère de la hiérogamie, de l'union sacrée. Alors, l'union mystique. On croit, l'union mystique, c'est l'union au niveau de l'esprit. Non, non, c'est une union charnelle. Et là, on est même dans un domaine, on peut parler de fusion entre le matériel et le spirituel. Et à partir du moment où la fusion s'opère, il y a transformation du matériel par le spirituel. Et ça, tout ça, et d'ailleurs l'ange nous le dit aussi, la connaissance, mais il n'écrit pas la connaissance en un mot, il écrit la connaissance, C-O, trait d'union, naissance, c'est-à-dire double naissance.
Il le dit d'ailleurs, la connaissance n'est pas le savoir. La connaissance est la clé, mystère caché. Là, je reprends les paroles de l'ange. Et la connaissance est une double naissance. C'est-à-dire, c'est en même temps révéler, libérer le divin, le feu qui est en nous, et en même temps, cette libération va nous faire naître à une nouvelle vie, à un autre état, il va nous transformer. Donc, il y a une double naissance. C'est pour ça que c'est tout le secret auquel fait allusion l'ange, en parlant de connaissance, mais vraiment en prenant soin de séparer CO avec naissance. Et c'est aussi le mystère de la conception immaculée. À ne pas confondre à Immaculée Conception, le dogme de l'Église romaine qui veut que la Vierge Marie soit née vierge de tout péché. Non, non, ça n'a rien à voir. Hein. L'ange, d'ailleurs, pour nous éviter de nous tromper, il dit pas Immaculée Conception, mais conception immaculée. C'est-à-dire, c'est la naissance, la conception de l'homme divin par le principe spirituel et qui est en lui. Et là, c'est vraiment une conception immaculée. C'est-à-dire, là, on ne passe pas par une fécondation normale, on va dire, comme on le fait normalement pour enfanter des enfants. Là, ce que l'on doit enfanter, c'est l'homme-dieu. Et on est justement dans tous ces symboles, comme c'est l'esprit, le feu de Dieu qui est le fécondateur. Nous, en tant qu'êtres humains, qu'on soit homme ou femme, le symbole, c'est nous sommes tous des vierges, attendant, qui attendent d'être fécondés par le feu divin que nous avons tous en nous. Et nous sommes comme des vierges qui devons enfanter. Mais qu'est-ce que la Vierge, ça, dans toutes les cultures d'ailleurs, la Vierge symbolique, elle doit enfanter l'enfant Dieu, comme Isis enfante Horus, comme les druides vénéraient la Virgo Paritura, la Vierge qui doit enfanter. Mais dans le langage symbolique, nous sommes tous des vierges qui devons enfanter l'homme divin. C'est cette métamorphose que nous devons accomplir. Et ça, c'est la clé pour comprendre toutes les allégories des textes sacrés. Alors, pas seulement la Bible, hein, les Védas de l'Inde, l'Avesta en Iran, le livre des mots égyptiens. Le livre des mots égyptiens, c'est fabuleux, parce qu'il nous parle que de ça, de cette transformation du défunt en faucon d'or. Et le faucon, c'était Horus, le fils de la Vierge. Donc, il nous explique, le livre des mots égyptiens, justement, que tout le secret pour opérer cette métamorphose de l'être humain, de l'être charnel, en homme-dieu. Et d'ailleurs, le mot d'ordre dans les religions à mystère, c'était changer le mortel en immortel. Et ce qui est fou dans les dialogues, c'est qu'il ne parle que de ça. D'ailleurs, il le dit, l'ange, il dit, je ne parle que de la délivrance, parce que c'est la délivrance. C'est changer notre état d'être mortel en être immortel. Nous avons triomphé de la mort une fois que nous avons réalisé ce prodige. Et l'ange nous dit, sachez-le bien, la délivrance est le but, vous n'avez pas d'autre tâche. Il nous dit, il n'y a rien à faire. Nous n'avons qu'à accomplir la tâche. Et le premier sur terre qui a accompli la tâche, c'est un certain Jésus, dont le nom, d'ailleurs, est resté gravé sur le linceul du Turin, comme on a pu le prouver en étudiant ce qu'on appelle les fantômes d'écriture. Parce qu'au moment du flash, il s'est imprimé, on pense qu'il y avait une espèce de document. Les Romains avaient l'habitude de faire des documents au moment où ils condamnaient des gens. Hein. Donc, ils faisaient comme comment dire, je trouve pas le mot. Ils établissaient une espèce de papier pour dire pourquoi cet homme avait été condamné à mort, quel était le nom de cet homme. Bon. Et on pense qu'ils avaient mis ce papier sur le corps. Et c'est le flash qui a imprimé ce qu'il y avait écrit donc sur ce document établi par les Romains. Et nous avons donc les fantômes d'écriture sur le linceul de Turin, où nous retrouvons plusieurs mots, et notamment Jesus Nazareus, en grec, Jésus de Nazareth. Et nous avons la preuve matérielle que cet homme s'est littéralement volatilisé. Il s'est plutôt dématérialisé. Et quand on rapproche tout ça, les études qui ont été réalisées sur le linceul, les enseignements des religions mystères, les dialogues Highland, c'est comme différents pieds d'un puzzle. Il suffit de les assembler, et ça forme un tout unique. Alors là, je suis allée droit au but, on va dire, mais il y aurait beaucoup à dire, notamment au niveau du sang.
Parce que le caractère sacré du sang, alors on le retrouve notamment dans la légende du Graal, le précieux sang. Oui. Je peux dire un mot là-dessus. Oui. Je pense qu'effectivement, le sang est lié à l'énergie émotionnelle. Voilà. Ah, tout à fait, oui. Parce qu'on a le pouvoir de transmuter un peu notre sang. On parle trop du cerveau, on parle trop du fait que nous sommes créateurs par notre cerveau, nos pensées. On oublie qu'en fait, nous sommes encore plus créateurs par nos émotions. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont nos émotions qui donnent l'énergie à nos pensées. C'est le véritable média qui est imprimé, quoi. C'est-à-dire, donc ça passe par le sang. Tout à fait. Et d'autant plus au niveau des émotions que l'amour serait la clé pour mettre le feu aux poudres, pour déclencher justement ce feu. Donc c'est pour ça que Jésus insistait sur le premier commandement, c'est aimez-vous, l'amour. Parce que c'est bon, il nous faut la connaissance de ce secret, ça c'est capital. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne pourrons jamais l'accomplir. Donc comme l'enseignaient les cathares, qui étaient des chrétiens gnostiques, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été massacrés par l'Inquisition jusqu'au dernier, parce qu'ils détenaient un savoir dangereux pour l'Église, pour les dogmes de l'Église. Parce que nous sommes, en fait, au final, nos propres sauveurs. Jésus n'est le sauveur de personne. Il pouvait se transformer que lui-même. Il pouvait sauver personne d'autre. Mais le Christ intérieur, le feu de Dieu qui est en nous, on l'appelle aussi le résurrecteur, il est en nous. Mais c'est notre amour et c'est notre évolution qui va le libérer. Donc personne ne peut faire le travail pour nous. Hein, personne ne fera le boulot à notre place, ça c'est clair. Mais ça n'arrange pas les affaires des églises, ça. Parce que on n'a besoin d'aucune église, on n'a besoin d'aucun curé, on n'a besoin de personne. On a besoin de réveiller en nous. Parce que nous avons déjà tout en nous. C'est justement ce sauveur qui est en nous. Jésus n'a fait que nous montrer la voie. Voilà, il a été comme on dit dans les textes sacrés, le premier-né d'entre les morts. Mais il n'a jamais dit qu'il serait le dernier. Et d'ailleurs, il a bien dit, celui qui croira en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Il n'a jamais dit, je suis uni, je suis le maître, je suis le sauveur. Non, il n'a jamais dit ça. Il n'est jamais venu créer la moindre église. Ça, c'est fou aussi. Il y a beaucoup d'interprétations complètement fausses. Et voilà, on en est aujourd'hui. On a, voilà. Au niveau des symboles, il y a une totale incompréhension. Les textes sacrés, c'est pareil. Si on ne possède pas la clé, eh ben, il reste fermé à double tour. Hein, ce sont des livres fermés. Et malheureusement, ceux qui les interprètent n'y comprennent absolument rien. Et c'est comme ça que sont nées toutes les croyances les plus absurdes qu'on ait pu imaginer. Voilà. Donc, oui, non, mais c'est juste, très juste. Ce discours très juste. Moi, je dirais qu'on peut dire que ces connaissances-là qui existaient avant Jésus, donc la religion mais Jésus est venu apporter un message fondamental comme quoi nous étions des créateurs. Voilà. Ce message a été dénaturé. Complètement. Ça a été dénaturé, notamment à l'aide de tous ces démons, c'est-à-dire en extériorisant les démons comme Satan et Lucifer. Y compris Dieu, on a extériorisé Dieu, on a extériorisé les démons. On a achevé de revenir au matérialisme, c'est-à-dire c'est le matérialisme religieux, d'accord ? C'est-à-dire le matérialisme religieux, ça consiste à extérioriser Dieu, ça consiste à ensuite et comme il ne faut pas assimiler Dieu à la part négative, eh bien on invente des démons, etc. Bon, voilà. Eh bien voilà, je voulais dire à ce propos que la science fait exactement la même chose. Oui. Ah, oui. C'est-à-dire que la science a créé un Dieu aussi, qu'on appelle le hasard. Hein. Einstein disait le hasard, c'est Dieu, le hasard quantique, hein, c'est Dieu qui se promène incognito. Et il faut savoir que la science a créé également deux démons qui sont exactement les contreparties de Satan et Lucifer. Voilà, c'est un petit scoop. Enfin, j'en parle un peu sur mon site web. Le Satan a été remplacé par Maxwell et Lucifer. Non, Satan a été remplacé par Laplace et Lucifer a été remplacé par Maxwell. Les deux démons principaux de la science sont le démon de Laplace et le démon de Maxwell. Le démon de Laplace
veut nous interdire de modifier quoi que ce soit dans notre futur. C'est-à-dire qu'il nous interdit d'imaginer qu'une quelconque pensée ou une quelconque émotion puisse configurer notre futur. Et le démon de Maxwell veut nous interdire de trouver l'énergie qui permet justement de le faire malgré tout, en passant par la technologie, en nous interdisant de remonter le temps. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les énergies viennent du futur et que la voie d'accès à ce qu'on appelle l'énergie libre, etc., enfin, les énergies du futur, c'est justement la rétrocausalité. D'accord ? Et donc, le démon de Maxwell veut nous interdire justement de remonter dans le futur pour mettre en branle justement ces énergies qui permettent de faire fonctionner cette mécanique, véritable mécanique de l'espace-temps qui implique l'intervention de la conscience. Et donc finalement, la religion et la science ont fait exactement le même boulot en empêchant l'être humain de découvrir le fait qu'il était créateur par le biais de sa conscience et par le biais des trois centres de sa conscience, le centre mental, le centre émotionnel et le centre énergétique. Et c'est vrai que le centre énergétique s'exprime à travers la circulation sanguine, le cœur. Voilà. Et donc, l'humain doit apprendre à découvrir ses capacités. On sait déjà qu'on est capable de produire de la magie, de faire de la magie dans le futur. Enfin, on connaît tout un tas de phénomènes, on les appelle parapsychologiques. Et moi-même, j'ai déjà commencé à être un peu un magicien, puisque qu'est-ce que c'est que faire des synchronicités si ce n'est une forme de magie? Bien entendu, c'est de la magie scientifique. Et plus on en est conscient, plus ça se produit. Voilà. Et donc, je suppose que le jour où la science va commencer à investir, va sortir de cette fausse science qu'on appelle la technoscience matérialiste, parce que la science n'est pas comme ça. Il existe quand même des vrais scientifiques qui ne se font pas leurrer. Faut les réveiller un petit peu. Moi, j'essaye d'œuvrer à les réveiller un petit peu, mais il ne faut pas se leurrer. La vraie science, c'est pas ça. Les vrais scientifiques, il y a même des académiciens qui sont quand même qui sont spiritualistes et qui croient au pouvoir de la conscience. Simplement, c'est des choses qu'on n'ose pas trop dire dans le milieu scientifique. Donc, lorsque la science va s'emparer sérieusement de ça, va considérer sérieusement le fait que nous sommes co-créateurs de notre réalité et que la conscience doit faire son entrée en physique et que donc on doit étudier tout ça, eh bien, on finira par découvrir petit à petit tout ça. Voilà. Okay. Oui, il y aura toujours des gens qui feront tout leur possible pour l'empêcher. Mais non, soyez optimistes. Les énergies que nous avons créées dans le futur et qui sont là pour nous transformer en esclaves, puisque nous avons demandé à être des esclaves, puisque pendant des décennies, moi je me souviens, j'étais très matérialiste jusqu'à l'âge de presque 50 ans. Et je me souviens que jusqu'à 40 ans, je fonctionnais comme tous les bourrins, c'est-à-dire, je pensais qu'il était normal de revendiquer de meilleurs salaires, revendiquer ceci, revendiquer une meilleure organisation sociale, revendiquer, etc., etc. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je veux dire, il faut demander directement. Voilà. Et on ne peut demander directement que en retrouvant l'être véritable que nous sommes. Et ce livre, Les dialogues avec l'ange, nous invite à se recentrer, à retrouver l'être véritable, authentique que nous sommes. Et à ce moment-là, on découvre son pouvoir créateur. Et moi, c'est effectivement juste après avoir lu ce livre que j'ai commencé à exercer mon pouvoir créateur en obtenant des preuves. Voilà, je les ai obtenues, les preuves. J'en ai à revendre des preuves. Je suis en train d'écrire un nouveau livre où j'ai de nouvelles preuves. Voilà. Donc, moi, j'ai toutes les preuves qu'il faut, en veux-tu, en voilà, de mon pouvoir créateur. Philippe, Elisabeth, Magali, pour clôturer cette conversation, moi, j'avais une dernière question à vous poser concernant donc les dialogues avec l'ange. Est-ce que vous pensez qu'il y a ou pas une intelligence supérieure derrière ce livre, derrière cet écrit?
Qui c'est qui veut commencer à répondre à cette question? Elisabeth. Non, je ne pense pas qu'il y ait une intelligence supérieure. Je pense que c'est simplement une conscience supérieure de certains individus, des 4, qui s'est manifestée. Dieu dans tout ça n'a rien à voir. Je pense personnellement que nous sommes la projection démultipliée dans la matière d'une conscience supérieure qui elle-même est probablement une particule de projection de conscience qui sont encore supérieures et qu'en remontant, on arrive à la source. Voilà. Donc, mais Dieu, dans cette histoire de dialogue, n'a strictement rien à voir. Je crois que c'est le lien entre un individu et sa conscience supérieure, donc son maître intérieur. Voilà ce que je pense. Mais bon. Ok. Bah, écoute, en tout cas, ça fait une belle conclusion. Magali? Oui, moi je suis d'accord avec Elisabeth. Et puis surtout, je crois que c'était l'ardent désir qu'ils avaient, ces 4 jeunes gens, de connaître la vérité. Parce qu'ils étaient perdus. Aucune religion n'arrivait à leur apporter de réponse. Ils étaient perdus aussi dans un monde en guerre, à une époque totalement épouvantable. Et ils avaient vraiment ce désir ardent de comprendre le sens de la vie, de trouver vraiment la grande réponse. Et c'est ça qui a amené l'ange, ou celui qui leur a révélé donc ces dialogues, à leur faire cette révélation. Il leur a dit, voilà, vous connaissez la vérité, il n'y a plus d'échappatoire, il vous faut accomplir la tâche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons la connaissance, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Nous sommes obligés d'accomplir la tâche. Et ça devient l'unique but parce que c'est le but. Et donc, ils voulaient tellement savoir qu'ils ont reçu ce savoir. Maintenant, est-ce qu'ils ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour l'approfondir, malheureusement, surtout 3 d'entre eux. Gita, elle a passé le reste de sa vie à affiner justement sa vision des dialogues, mais je pense qu'elle a manqué d'un certain savoir qu'elle n'a pas pu avoir le temps d'acquérir. Mais bon, je pense de toute façon, elle a compris suffisamment pour accomplir un bon bout de chemin. Ok, merci Magali. Allez voilà. Philippe, ce sera toi qui aura le mot de la fin. Non, il n'y a pas d'intelligence supérieure à l'origine de l'ange de Gita. Pour moi, l'interprétation, elle est très simple. C'est arrivé pendant la guerre, avec les atrocités nazies, les camps de concentration, etc. C'est le résultat d'un cri du cœur, qui ne voulait pas perdre cette part d'humanité. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une part d'humanité qui était en train de se perdre à travers ces atrocités. Donc c'est le résultat d'un cri du cœur qui a créé une énergie fantastique dans le futur. Et comme cette énergie était extrêmement noble, qu'elle était extrêmement... elle demandait à ce que le meilleur de l'humain revienne, d'accord ? Eh bien, cette énergie extrêmement noble qui demandait à ce que le meilleur de l'humain revienne a été investie du coup, par effectivement une entité qui correspondait à ces énergies-là. Mais c'est humain, tout simplement. C'est simplement désincarné. Et c'est donc ça, c'est donc cette entité extrêmement... voilà, c'est qui incarnait une conscience supérieure qui est venue communiquer avec les 4 et qui a donné le dialogue avec l'ange. C'est le résultat de cet élan du cœur qui demandait à ce que l'humain revienne, l'humanité revienne, qui a créé cette énergie fantastique, cette conscience supérieure qui est revenue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un phénomène presque collectif, alors que normalement, ça se produit à l'échelle... Mais bon, ça s'est exprimé à l'échelle individuelle, mais nous avons chacun le meilleur de nous-mêmes auquel nous sommes connectés et qui est prêt à nous répondre. Nous avons une contrepartie... une contrepartie psychique dans notre futur qui correspond à notre subconscient et qui fait descendre l'énergie de notre âme de manière à ce que nous puissions aller à sa rencontre. Voilà, c'est peut-être même un monde d'antimatière, cette affaire-là. Ok, entendu. Bon, en tout cas, je vous remercie pour toutes ces réponses, tous ces éclaircissements. Voilà, j'ai vraiment trouvé ce débat très intéressant. Philippe, si on veut suivre ton actualité, ton site, c'est toujours doublecausalité.com. Doublecause.net. Doublecause.net, pardon. Et guillemant.net, mais mon actualité, je la mets maintenant sur ma page Facebook. D'accord. Ok, voilà. C'est plus simple. Mais okay. Oui, on peut voir mes conférences sur mes sites guillemant.net
Et doublecause.net, il faut que je la mette à jour, la liste de mes conférences, mais j'en fais en moyenne une par mois. Entendu. Elisabeth, pareil, toi, ton actualité, c'est sur ta page Facebook. Sur ma page Facebook, on va pas y revenir. Il suffit de cliquer et puis on retrouve tout. Du divers et du varié. Donc, je touche à tous les sujets, là, c'est surtout ce qui va arriver dans le temps. Du mystère de Versailles avec le paranormal à l'ufologie. Voilà. Okay. Bon, et puis toi, Magali, on a été heureux de t'accueillir pour la première fois sur Miasme TV. Ça a été un plaisir. Voilà, bon, tu vois, c'était pas si terrible que ça. Au niveau technique, si. Non, je crois que j'ai à peu près compris quand même. Ok, donc pareil, même question, si on veut suivre ton actualité, t'as une page pour ça? Oui, j'ai une page Facebook. Bon, il y a mes livres qui sont présentés. Et puis là, je travaille sur une énigme millénaire encore, le carré magique Sator. Il y a un très bon groupe, d'ailleurs, le groupe Sator, qui traite de ce carré magique. Ok. Voilà, en tout cas, écoutez, je vous remercie d'être venu. Alors, si vous aussi, vous avez eu l'occasion de lire les dialogues avec l'ange, et si vous voulez nous raconter votre expérience, vous n'hésitez pas sous les commentaires YouTube. Voilà, vous nous mettez une petite griffouille. Ça pourra toujours être intéressant de voir si votre expérience de lecture et de vie par rapport à ce livre recoupe celle aussi, rejoigne celle aussi, celle de nos invités par rapport à toutes ces synchronicités, etc. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis merci à tous les trois. Au revoir. À bientôt, au revoir.